Ok, alors il est 16h14. Je vois qu'il reste quand même pas mal de personnes. Donc, comment ça va se passer? Cette table ronde, donc c'est un petit after avant la clôture de cette 5e édition du Siege, auquel on vous réserve des annonces, vraiment des grosses surprises. C'est du teasing, clairement. C'est du teasing parce que il va y avoir de belles annonces qui vont être dites par Philippe et par moi-même. Donc attendez, vous ne serez pas déçus de rester. Mais avant ça, donc ce qu'on appelle un after dans le colloque, comme hier, avec la table ronde sur les wargames. Aujourd'hui, eh bien, on va faire une table ronde sur l'e-sport et plus précisément donc sur le management des équipes et le bien-être des joueurs dans l'e-sport. En tout cas, c'est une thématique sur laquelle on s'est retrouvés nous six. Je vais animer et je vais laisser la parole ensuite à chacun en se présentant. Donc, je vais vous distribuer la parole et on lancera donc certaines pistes de réflexion. Dans le chat, n'hésitez vraiment pas à proposer des questions aussi, à poser des questions aux différents intervenants qui vont se présenter juste après sur l'e-sport en règle générale, donc qui est une thématique du colloque, et j'insiste aussi, hein, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de présentations sur l'e-sport durant ce colloque, et pourtant, il est ouvert aux recherches, elles sont très riches, je pense que certains d'entre vous pourront aussi en parler, donc ça sera peut-être une ouverture pour l'année prochaine à d'autres soumissions autour de cette thématique. Et donc, voilà, je sais que sur Twitch, voilà, ça s'anime. J'ai des personnes qui venaient exprès pour la table ronde, donc sachez que ça tire un public aussi hein, pour le Sige, qui n'était pas forcément présent tout à l'heure. Voilà, donc j'ai déjà des questions qui me viennent, mais on les posera au fur et à mesure. Bien, alors je vais déjà distribuer la parole à chacun d'entre vous pour vous présenter. Donc n'hésitez pas à dire qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes sur cette table. C'est ça qui nous intéresse. Et bien autour de cette thématique du management des équipes et du bien-être des joueurs dans l'e-sport, vous avez certainement un rôle à jouer de près ou de loin. Qu'est-ce que vous pouvez en dire du moins pour dégrossir au tout début. Eh bien, je vais dans mes petites cases qui s'affichent là sur mon enregistrement. C'est pas on va dire, par priorité ou par préférence. Je vais prendre dans l'ordre tel que ça apparaît. Je vais donner déjà la parole à Nicolas. Donc, Nicolas, tu seras le premier dans ma liste. Voilà, Nicolas, c'est à toi. Qui es-tu? Et voilà, c'est à toi. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Beson, je suis maître de conférence en stats à l'Université de Paris, plutôt en sociologie du sport, donc en sciences sociales appliquées au sport. Et mon objet de recherche, c'est l'e-sport depuis maintenant mes travaux de thèse de doctorat, donc depuis une petite dizaine d'années. Ma présence sur cette table ronde, elle est liée d'abord à mon soutien indéfectible à cet événement qui est le colloque, je crois, c'est la 4e édition, 5e édition. La J'étais là dès cinquième, la ouais. première, ouais, j'étais là à Montpellier pour la première, et voilà. Et puis, par rapport à la thématique, c'est vrai que la question, moi, pour le coup, de la prévention de la santé des joueurs et des joueuses compétitif de jeux vidéo est l'une de mes thématiques de recherche, avec une approche assez holistique de la thématique, à la fois en parlant de santé, à la fois dans sa dimension physique, dans sa dimension psychologique et dans sa dimension sociale. Et parallèlement à ça, c'est que j'ai une activité associative. Je suis le vice-président en charge des questions de santé, de société et d'éducation au sein d'une association qui s'appelle France e-sport. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'on essaie de mettre à disposition des outils, on va dire, à destination de la filière e-sportive sur le territoire français. Donc voilà un petit peu la raison de ma présence ce soir. Quelle présentation. J'ai oublié de le dire, hein, la plupart d'entre vous, si ce n'est ouais, quasiment la totalité, vous faites partie comme moi de l'association pour la recherche et les études francophones sur l'e-sport, donc l'AREF. Donc ça se structure aussi, je pense que d'autres personnes qui sont ici pourront la présenter. Et je vais passer la parole à Florian. Florian, même chose que pour Nicolas. Qui es-tu et pourquoi es-tu là? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Florian Lefebvre. Je suis doctorant donc, en STAPS à l'Université Paris-Saclay. Donc, je suis vraiment en toute fin de thèse parce que ma soutenance est prévue le mois prochain. Et pour ma part, je travaille j'ai travaillé sur les stratégies des clubs de football professionnels dans l'e-sport. Donc, essayer de comprendre pourquoi ces organisations vont dans le sport électronique et notamment aussi comment elles y vont. Et sinon, mes différents sujets de recherche, pour faire simple, j'ai commencé à travailler, Nicolas en a pas parlé, mais aussi sur la relation e-sport et olympisme.
sur aussi le développement de l'e-sport en Asie du Sud-Est avec un focus sur le Vietnam que je souhaite poursuivre en postdoc. Et à l'avenir, parmi des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup, le côté engagement des acteurs de l'e-sport, des acteurs du sport pardon, dans le sim racing, c'est quelque chose que j'aimerais analyser en fait. Donc voilà, et du coup, par rapport à la table ronde d'aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais peut-être plus un point de vue, on va dire, un peu management. Donc voilà, j'essaie de faire le plus concis. Ah, mais il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que la thématique Ouais. du management, bien entendu, que c'est une thématique ô combien importante dans les équipes e-sportives. On aura l'occasion d'en parler durant cette table ronde. Reynald, c'est à toi. Bonjour, donc moi je suis Reynald Brion, je suis aussi doctorant comme Florian, je suis en 3e année et j'arrive aussi sur la fin, je suis en pleine phase de rédaction. Et moi j'ai plutôt un aspect marketing, donc pareil, je vais plus être axé sur tout ce qui peut toucher au management, sur tout ce qui est bien-être et santé des joueurs. Malheureusement, je ne serai pas le plus constructif et le plus pertinent, donc je laisserai les professionnels faire. Et moi, à côté, je m'intéresse surtout au comportement du consommateur, c'est-à-dire que je suis plus dans une démarche quanti à aller interroger les personnes sur ce qu'ils attendent plus ou moins vis-à-vis de l'e-sport pour derrière faire des recommandations aux équipes. Et à côté, de par mon travail en tant qu'assistant de recherche, je suis amené à encadrer plusieurs travaux de recherche, de mémoire, notamment d'étudiants qui touchent un petit peu plus à d'autres aspects. J'en ai un notamment qui travaille un petit peu sur tout ce qui est institutionnalisation de l'e-sport d'un point de vue amateur. Donc, j'élargis de plus en plus mes horizons, mais au départ, j'ai vraiment une vision marketing de la chose. Oui, on peut penser à l'aspect merchandising qu'il y a dans l'e-sport avec tous les produits dérivés et ô combien il y en a beaucoup. Hein. Si ce n'est que par exemple, hein, voilà, j'ai mon main, donc mon personnage de League of Legends, certains l'auront reconnu. Et on est tous fans de ce genre de choses. Vous avez certainement des figurines, des pop, et ça marche du tonnerre. Hein. Ça marche très très Ah bien oui. de tout ça. J'ai fait un placement de produit durant un colloque scientifique. Ça, c'est fort. Merci Reynald. Antoine, c'est à toi. Oui, et ben, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis freelance, je suis indépendant. Je viens de lancer mon auto-entreprise et je travaille en ce moment avec un incubateur e-sportif qui s'appelle Le Lobby. Incubateur e-sportif, c'est quoi? C'est qu'en fait, on réunit plusieurs joueurs et plusieurs équipes de certains jeux, en particulier des FPS en ce moment. Et on leur fait une formation, moi, sur la performance en tant que coach performance. Certains de mes collègues seront plus sur le coaching, l'analyse de données, le coaching analyste, d'autres sur la psychologie de la performance, ce que je ne fais pas moi, un autre sur la nutrition, une autre sur le personal branding, et le dernier sur le leadership et management. Donc ça, c'est l'activité indépendante avec le lobby. À côté, je suis membre de la REF, comme tu as pu le dire, Antoine. Et puis, je suis aussi bénévole dans une association qui est Nanti Sport. Mon collègue Fab est venu m'accompagner justement pour en parler. Et donc, je suis coach performance aussi chez Nanti Sport. Et je le suis aussi depuis très récemment chez Desro, une équipe nationale, disons, à niveau national en tout cas, R6, Rainbow Six Siege. Encore une fois, je travaille en tant que coach de la performance avec un collègue qui s'occupera de la psychologie de la performance. C'est vrai que ce terme de coach de performance, à mon avis, on va y on revenir va le tout définir, à l'heure, parce que ça attise la curiosité. Et tu as parlé, donc tu as donné la parole à ton collègue Fabien. Fabien, mais qui es-tu? Moi, je suis un imposteur. Non, c'est pas vrai. Bonjour à tous. Moi, du coup, comme vient de le dire Antoine, je suis plutôt du côté joueur, donc dans l'assaut d'e-sport Nanti Sport, donc qui présente plusieurs jeux. Donc moi, je fais partie de la section Teamfight Tactique, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu qui est dérivé de League of Legends. Et voilà, donc moi, je suis pas du tout dans l'étude de tout ça. Après, dans la vie personnelle, mon boulot, c'est être manager, mais en logistique plutôt. Donc, dans tout ce qui est management, je vais peut-être me rejoindre et me référer à certains d'entre vous. Mais voilà, moi, je suis plutôt du côté joueur et j'accroche un peu la section de management dans cette team avec un
un premier manager en fait qui avait besoin un peu d'être soulagé. Et donc je suis là, il a vu que j'étais investi, donc je suis là un peu pour le soulager. Et on organise des petits events ensemble, tout ça. Monsieur Voilà. Artegoneco. Monsieur Artegoneco lui-même. Donc e-sportif, semi-professionnel ou professionnel Non, pas vraiment. C'est en fait, je suis dans une période de chômage et j'en ai profité pour m'investir dans un jeu qui me plaisait beaucoup et c'est pour ça que je suis venu adhérer à Nantisport. D'accord, mais avec un niveau quand même qui justifie l'adhésion à un club. Avec un niveau, voilà. on va dire, international. Bah, Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que dans les différentes présentations que vous avez faites, il y a déjà la première thématique du management, vous l'avez tous évoqué à votre niveau. Finalement, le management, on a parlé de performance. C'est quoi le management dans les équipes e-sport? C'est de la performance, c'est bien-être, c'est finalement la productivité de l'équipe. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur le management? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Alors, moi, j'ai une réponse, bien sûr, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est important le management dans une équipe e-sport? Vas-y, Antoine, hein, vas-y. Bah, je pense que oui, c'est très important, même si je suis pas enfin, de mon côté, je suis pas vraiment manager. Je distribue plutôt l'information. En gros, je suis coach de la performance, donc j'expose toutes les données scientifiques qui peuvent apporter aux joueurs une meilleure performance, une meilleure santé, optimiser leur performance et leur santé. Par exemple, en faisant de l'activité physique à côté, ou en s'échauffant avant de jouer, en s'étirant entre les parties, ou en améliorant la qualité de leur sommeil. Bref, Nicolas a très bien expliqué, c'est une approche holistique. On essaye d'être un peu sur tous les sujets. En tout cas, moi, j'essaye d'être pertinent et d'être, comment dire, de gérer oui, plusieurs sujets en même temps et de pouvoir répondre aux questionnements des joueurs, en fait, surtout, qui ont pas mal de questionnements, oui, sur la nutrition et en particulier la nutrition, c'est ce que j'ai remarqué, même si c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, mais ils s'intéressent beaucoup à ça. Et après, je leur donne des infos sur les autres sujets dont j'ai pu vous parler, donc l'activité physique et l'amélioration de la performance via ces thématiques-là. Donc oui, le management, ça me paraît hyper important de suivre les joueurs et de les accompagner dans leur performance. En tout cas, tu as déjà des personnes qui te connaissent parce qu'il y en a qui disent très bon coach, le monsieur. Donc, sur Twitch, il y a des remarques hein, qui commencent à arriver. Alors, je vois les autres personnes, voilà, Reynald, Florian, qui font oui de la tête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, sur ce management? Après, on pourra entendre Nicolas et Fabien, bien sûr. Ouais. Je sais pas, je peux y aller. Hein, si... Vas-y, Florian. Ouais. Moi, disons que par rapport à ce que j'ai pu observer dans ma thèse, ce qui est assez intéressant, c'est que on pourrait s'attendre à ce que des organisations quand même assez grandes, donc là dans le cas des clubs de foot, au final aient un management vraiment de leurs joueurs plutôt poussé. Et à part quelques clubs qui, en tout cas dans mon échantillon où j'avais 28 clubs dans une vingtaine de pays différents, qui vraiment ont commencé à essayer de soulager leurs joueurs aussi de certaines missions qui en fait sont loin d'être évidentes pour tous les joueurs, notamment tout ce qui est vraiment la communication et l'aspect streaming. Où tout à l'heure, je crois que c'est Rénal qui parlait du capital branding. Je sais plus. Tous ces aspects-là, personal branding, pardon. Il y a pas mal de joueurs en fait qui sont pas à l'aise avec ça. Et donc, si on leur demande de jouer, d'être performants et en même temps de gérer leur propre marque d'athlète, pour certains, c'est très difficile. Et donc là, j'ai un premier exemple que j'ai trouvé assez intéressant en tête. C'était il y a à peu près 2 ans, hein, je ne me rappelle plus les dates exactement, mais quand on a vu le PSG eSport commencer à changer un petit peu de stratégie à ce niveau-là, quoi. Quand ils ont recruté Arsène à F5 pour accompagner leurs joueurs FIFA à l'époque sur les tournois internationaux. Ça a un petit peu, par exemple, d'un point de vue extérieur, on se dit, bon, ça soulage un petit peu les joueurs. Sauf qu'on se rend compte que ça concerne encore très peu d'organisations. Et après, peut-être un autre aspect, après je vais laisser la parole, mais un autre aspect aussi que j'ai trouvé assez marquant, c'est aussi dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on va avoir directement des critères de recrutement liés au capital de marque, au personal branding des joueurs qui parfois sont tout aussi importants que tout simplement leurs compétences vidéoludiques. Et là
encore, ça peut être au détriment des fois même de la santé des joueurs. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était l'initiative du club en République tchèque que j'avais interrogé. Donc, c'est un club de première division qui joue de temps en temps la Ligue des Champions ou l'Europa League. Et eux, dans leur recrutement, alors quand bien même ils étaient que sur le jeu FIFA, ils avaient des tests physiques à faire passer à leurs joueurs. Donc, ça me fait un peu penser à ce que font, par exemple, ce qui est fait dans le système de draft au Formula One eSport Series, par exemple, où ils essayent de se dire, certes, on veut un joueur qui est bon, mais on veut aussi qu'il corresponde à d'autres marques d'acteurs du sport. Et ça, ce qui est intéressant peut-être aussi dans l'e-sport, c'est qu'on a tellement un mélange entre des acteurs endémiques qui étaient là bien avant les acteurs du sport et maintenant les acteurs non endémiques, mais la frontière est de plus en plus mince, si je peux dire, qui, quant à eux, n'ont pas forcément les mêmes objectifs dans ce qu'ils recherchent dans des joueurs et dans des talents, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notions. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette remarque, peut-être Nicolas, Reynald, Fabien? On va tous vous écouter, mais Reynald, je te vois enlever le micro. Tu veux peut-être. Sur cet aspect un peu de branding, oui, parce que c'est un peu ce à quoi aussi je touche. Eh oui. Et j'ai même des recherches maintenant qui traitent un petit peu vraiment du rôle d'influenceur, du streamer et de tout ce qui tourne autour de la personnalité du streamer. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on reprend énormément aussi dans l'e-sport, pas que dans le streamer un peu tout public, où on voit qu'il faut vraiment une concordance au final entre la valeur, l'image, ce que représente un peu le streamer et ce que représente l'équipe. Et c'est des choses qui ont été, alors qui sont sur lesquelles on fait de plus en plus attention, je trouve, mais où il y a encore énormément de marge, je dirais, où parfois des joueurs, surtout sur certaines structures, peuvent être un peu lâchés au final. Et il y a presque, et on voit pas mal de joueurs tout simplement fatigués, de ne pas avoir forcément de routine par rapport à ça, tout simplement par souci de cette image à gérer. Et c'est vrai que, comme l'a dit Flo juste avant, aujourd'hui, ça devient ultra important et il y a de plus en plus d'équipes qui font tout simplement attention à ça en recrutant, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste recruter un joueur. Au final, on recrute aussi un espèce de capital marque, entre guillemets, même si ça déshumanise un peu la chose. Mais il y a tout cet aspect-là qui est ultra important à prendre en compte derrière. Oui, donc ça montre très bien l'importance on va dire, du capital personnel que l'on peut apporter au-delà de la performance. D'ailleurs, oui, vas-y Antoine. D'ailleurs, certaines structures engagent les joueurs, rémunèrent les joueurs suivant leur capital sympathie, en fait, le personal branding. La plupart même, il y a des grosses différences de rémunération si on a 1 million de followers sur Twitter ou si on en a 10 000. Quoi. Donc, tu veux dire par là que quelqu'un qui est apprécié de la communauté, qui sait bien se tenir, va gagner plus que quelqu'un qui va peut-être s'énerver facilement dans les compétitions, etc. Ou en tout cas, quelqu'un qui touche un large public déjà, et bien sûr qu'ils vont faire attention à l'image de la structure, je suppose. Je ne suis pas vraiment là-dedans, mais bien sûr que ça peut jouer pour les futurs joueurs qui voudraient devenir semi-pro, voire pro. L'image sur les réseaux sociaux est importante pour les structures qui pourraient les engager. Ça me fait penser à l'époque, alors c'est assez vieux, sur les matchs truqués dans StarCraft 2 notamment, qui avaient complètement détruit la réputation de certains joueurs. Aujourd'hui, ça détruirait des structures entières, je pense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est clair. Fabien, comment tu le vis, toi, justement, ce management, cette pression? Parce que tu as des personnes qui en ont parlé, mais toi, au quotidien, en tant que joueur. Ouais, c'est vrai que je vais être moins technique que mes confrères, mais pas de problème. ça a beaucoup parlé plus marketing que management, je trouve. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect marketing. Au final, je pense que ça dépend des structures. Alors, je ne suis pas du tout un expert de comment fonctionnent les structures, mais je pense que c'est un peu comme tout. Il y a des équipes qui vont plutôt miser peut-être sur la performance. Donc, une équipe qui est forte, elle aura beau. Forcément, il faut que ça respecte une certaine éthique, mais bon, si elle est forte, elle sera toujours reconnue en tant qu'équipe un peu suprême. Et puis après, voilà, il y a tout ça, il y a tout le côté un peu marketing, où, avec les réseaux notamment, où plus on a de visibilité, plus on va gagner en visibilité et plus on va se faire un nom, en fait, et on va toucher de gens. Mais après, en dehors de tout ça, il y a quand même la dimension managériale qui est plus, comme disait Antoine tout à l'heure, dans le suivi du joueur, qui est très importante parce que c'est très dur de suivre un rythme de jeu au final et on peut vite être
attiré par l'envie de juste se surmener, en fait, parce qu'on veut jouer beaucoup plus pour progresser, ce genre de choses. Du coup, moi, à l'état associatif, c'est plus ce qui peut se passer de trop jouer et de ne pas se rendre compte, en fait, qu'on s'épuise, et au lieu de canaliser un peu toute cette énergie et de rythmer un petit peu les journées. Tu l'as vécu, toi, personnellement, ça, Fabien, sur Alors, cet moi, épuisement? j'ai eu une expérience dans ce genre-là. Donc, dans le jeu que je joue, il y a eu des qualifs pour les mondiaux, en fait. Et il fallait avoir, en gros, il y avait 3 dates où il fallait être dans le top classement. Et du coup, c'était au premier qui avait le plus de points. Et du coup, il a fallu jouer énormément. Et c'est pas parce que tu joues beaucoup de parties que tu vas être mieux classé, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut savoir gérer. Et je pense que c'est vraiment un travail qui est en amont et qui est hyper important. On ne peut pas réussir sans, c'est impossible. À part quelqu'un qui sait vraiment se gérer, qui se connaît, c'est impossible de réussir sans cette étape de gestion, en fait, de rythme et de quotidien et de bien-être, en fait. Alors là, dans le chat, et je pense que Nicolas aura peut-être des éléments de réponse en lien, tu vois venir peut-être, c'est en lien avec le sport. Donc, on demande dans le chat, le personal branding dans l'e-sport est-il aussi ou plus important que dans le sport? Alors, ça renvoie à beaucoup de travaux sur e-sport, sport. Nicolas, qu'est-ce que tu peux en dire sur ça? Je ne vais pas avoir une réponse très précise parce que vraiment, C'est pas grave. non, mais c'est pas spécialement mes thématiques de recherche, donc je voudrais pas dire trop de bêtises, mais ce qu'ont évoqué les collègues est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les structures, les joueurs, c'est aussi des investissements. C'est-à-dire que lorsque on fait le choix de recruter un joueur, on le recrute à la fois pour ses performances, mais aussi pour l'image qu'il va donner de la structure, du club, de l'organisation, et pour son comportement. Et donc, les clubs, aujourd'hui, en plus dans une phase de professionnalisation du secteur, les salaires des joueurs et les montants qui sont nécessaires de débourser pour pouvoir finalement engager ces joueurs sont de plus en plus importants. Et donc, c'est un réel investissement pour ces structures. Et donc, à ce titre-là, elles font extrêmement attention à ce que cet investissement puisse être le plus pérenne possible. Et donc, ça serait compliqué si une semaine après avoir acheté un joueur ou un manager d'ailleurs, que ce manager ou ce joueur fasse des sorties un petit peu, comment dire, délicates sur les réseaux sociaux, quoi, de manière générale. Donc ce personal branding, il est essentiel, mais je pense qu'il est aussi essentiel dans le sport, hein. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas que aujourd'hui, hein. Je pense que c'est depuis notamment l'ère de Michael Jordan, je pense que c'est l'un des premiers à avoir été une marque, c'est-à-dire être un athlète marque. Aujourd'hui, chaque grand athlète sportif gagne plus d'argent par rapport à son image de marque qu'il vend à des sponsors, à des partenaires économiques et ainsi de suite. Et aujourd'hui, dans l'e-sport, on a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que les joueurs sont certes rémunérés par des contrats de prestation de services ou par des salaires auprès de leur structure, mais ont également un rôle très important, en tout cas bénéficient de revenus très importants qui sont issus de l'image qu'ils peuvent renvoyer. Donc ce personal branding, est-ce qu'il est plus important dans l'e-sport que dans le sport? J'en ai aucune idée. Le fait est que par contre, en comparaison, c'est là où le sport a mis beaucoup de temps à s'y mettre, ou en tout cas, à l'échelle du temps sportif, ça a pris plusieurs décennies avant que cette question du personal branding se mette en place. Dans l'e-sport, ça a été tout de suite embrassé, certainement parce que l'e-sport emprunte énormément et mime beaucoup ce qui se fait dans le sport, et donc ce qui lui permet de gagner du temps sur les errances que peut avoir eu le mouvement sportif, quoi. Donc voilà, sur cette question-là très précise, ce que je peux en dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être ajouter sur cette question donc, du personal branding e-sport sport, ou ça manque peut-être d'études sur ça, messieurs? Il y a peut-être un petit peu ça. C'est un sujet qui est encore peut-être un peu nouveau et donc peut-être encore assez peu étudié. Moi, ça ressort un tout petit peu. Il y a quelques éléments comme ça dans ma thèse, donc vraiment spécifiquement sur la gestion des joueurs. Donc pas que FIFA, hein, parce que les clubs de foot interrogés étaient sur une trentaine de jeux différents au total. Mais je voulais revenir rapidement sur au moins deux éléments que j'avais en tête avant de les oublier, notamment dans les implications managériales, pardon, je vais y arriver, de ce que j'ai mis dans ma thèse. Il y a des éléments que j'ai trouvés, alors c'est pas encore publié parce que ça a été juste mis dans la thèse, mais qui me semble intéressant à peut-être explorer davantage et peut-être essayer de le publier plus tard. C'est par exemple l'intégration de l'étape
dans la carrière des joueurs pour justement mieux comprendre comment les accompagner. Donc tout à l'heure, je crois que c'est Fabien, je ne sais pas si c'est bien Fabien ton prénom. C'est bien Fabien. C'est ça. Fabien qui parlait qu'il y a eu une période justement un petit peu d'inactivité et que au final, c'est aussi une opportunité dans ce cas-là pour se remettre sur certains jeux. C'est un bon exemple qui illustre par exemple ce que dit un chercheur finlandais qui s'appelle Salo, qui a dans son article mis en évidence un petit peu des étapes de la phase de carrière d'un joueur e-sportif. Et du coup, dans des recommandations, une des deux recommandations un peu phares ou structurantes de ma partie implication managériale, c'était un petit peu comment les clubs pourraient adapter leur stratégie de recrutement en prenant en compte justement ces étapes. Parce que derrière, quand on va demander à un joueur, par exemple, qui débute vraiment dans l'e-sport, qui est plutôt un profil joueur académie, et on va lui demander d'avoir des objectifs en termes de rayonnement de la marque ou en termes de performances sportives qui sont parfois totalement en décalage avec justement l'étape dans sa carrière sportive dans laquelle il se trouve, il y a peut-être une meilleure cohérence à trouver à ce niveau-là. Donc, j'essaye de résumer, mais c'est globalement le premier point. Et ensuite, par rapport aux joueurs qui ont des profils un peu talent, on va dire communication, streamer, tout ça, ces profils-là, souvent, ils ne sont pas forcément identifiés par les structures. Donc, comme les structures ne vont pas forcément identifier ces besoins-là, parfois, a posteriori, ils vont dire à leurs joueurs, ah, en fait, tu es un très bon joueur sur tel ou tel jeu, mais est-ce que tu pourrais pas aussi streamer? Et donc, du coup, le joueur, quand on parle de bien-être, il peut se sentir lésé parce qu'on va lui demander de streamer, alors que peut-être c'est pas du tout prévu à la base dans son recrutement. Et ça peut même apporter, alors là, je vais pas être spécialiste de ça, mais même des problèmes juridiques sur le contrat, quoi, par exemple, si c'est pas prévu à l'avance, quoi. Donc, vraiment, l'idée, ça serait que les structures aussi se questionnent davantage sur leurs besoins. Si je le fais un petit peu en résumé. Et j'avais une dernière idée aussi sur l'aspect, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Fabien ou Antoine qui disait ça, sur un petit peu combien de temps on va passer à jouer pour progresser. Et on se rend compte que déjà, selon les jeux, ça va être très variable parce qu'entre un jeu qui est par équipe et un jeu qui est individuel, la progression n'est pas la même. Et ensuite, entre un joueur à l'autre, là encore, on peut, alors selon les jeux, mesurer la progression. Et donc, par curiosité, moi, je l'ai fait en regardant la progression d'amis qui sont joueurs pro, par exemple, sur Gran Turismo. Et on se rend compte qu'il y a quand même, des fois, sur certains jeux, quelque chose de très linéaire. Et pour discuter beaucoup avec les joueurs présents sur le sim racing, notamment Gran Turismo ou Crash Team Racing ou d'autres jeux, certains joueurs vont jouer 1 heure de temps en temps, ou 1 heure par jour, ou tous les 3 jours. Et pour autant, en un temps restreint de jeu, ils peuvent faire des performances très, très poussées. Et ces mêmes joueurs, si on leur dit de jouer 10 heures par jour, ils ne vont pas y arriver. Et à l'inverse, on a, et je finis là-dessus, on avait par exemple 2 chercheurs, je crois qu'ils sont américains, Holden et Baker, j'avais noté, qui en 2019 avaient précisé, ils avaient extrait le cas peut-être un peu extrême sur League of Legends avec des joueurs de la Team Liquid qui précisaient qu'eux, on leur demandait quasiment de jouer 14 heures par jour pour garder un certain niveau dans les plus grosses compétitions. Et les auteurs expliquent dans cet article-là que ça pose évidemment des problèmes de bien-être parce que les joueurs peuvent s'abîmer la santé forcément en jouant autant. Et aussi se retrouvent dans une pression constante de est-ce que je vais me faire prendre ma place, quoi. Donc ça peut être peut-être des sujets à débattre, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est vrai que pour argumenter tout ça, c'est vrai que la pression qui est donnée pour faire des bons scores, des bons temps, je ne sais pas, à part Fabien qui est donc qui fait de l'e-sport, mais est-ce que les autres, vous avez déjà eu des expériences dans l'e-sport en tant que joueur, hein? Donc Antoine, Reynald, Florian et Nicolas. Non, non, moi je suis un piètre joueur de jeux vidéo. J'ai un petit niveau, j'aime bien jouer et j'aime bien regarder et tout ça, et même à haut niveau et comprendre les stratégies. Mais je n'ai pas un bon niveau, je suis un casu, un casual gamer. Et Reynald, de ton côté?
Je me considérais encore comme casu, même si j'ai un certain nombre d'heures de jeu sur un jeu Rocket League, où justement, je voulais rebondir juste sur ce qu'on disait par rapport à la création de contenu, où beaucoup d'équipes Rocket League maintenant, au final, vont chercher des anciens joueurs pour en faire des créateurs de contenu, tout simplement, et pour libérer leurs joueurs, en fait. Et beaucoup de structures américaines faisaient ça. Ils sont basés aux États-Unis, mais G2 c'est européen, mais sur Rocket League, ils sont basés aux États-Unis. Et par exemple, G2 a déjà préparé la suite du contrat d'un de leurs joueurs qui va prendre leur retraite e-sportive pour le passer sur de la création de contenu. Cloud9 faisait ça avant de partir de la structure. Vitality commence un peu à faire ça avec un joueur qui fait un peu les deux. Mais voilà, il commence à y avoir ce petit lien quand même entre des personnes qui deviennent purement créatrices de contenu et des sportifs qui restent sportifs. Et du coup, juste pour la question, je suis casu moyen, un peu nul encore pour être compétitif. Le casu un peu nul, il est pas mal le Voilà. ça. Je Et suis pour bien, ta mais pas part, top. ouais, et toi, Nicolas, alors c'est vrai que tu es dans France e-sport, hein, tu as quand même des références sur l'e-sport, mais est-ce que tu as été joueur e-sport ou est-ce que tu es joueur e-sport toi-même? Ou est-ce que Non, tu es pas du casu aussi? Ouais, je suis même moins que casu, quoi. C'est l'exemple que je prends souvent. J'ai acheté une Switch il y a 3 ans et demi ou 4 ans. J'y ai joué 8 heures en 4 ans. En Ah même ouais. temps, j'ai été papa à ce moment-là aussi, ce qui a rien arrangé pour trouver du temps pour jouer. Non, non, le très bon joueur parmi nous, là, c'est Florian. C'est lui qu'il faut interroger. Florian a été champion d'Europe sur Crash Team Racing. Il vit dans J'allais le venir. front. Voilà, c'est lui le vrai joueur, quoi. Donc voilà. J'allais venir justement, j'avais fait exprès de balayer. Alors Fabien, tu as déjà témoigné, mais tu pourras, si tu veux encore témoigner, tu veux dire davantage de choses sur ton expérience ou pas? Peut-être Bon, que on oui. peut écouter Florian et Eh puis bien, après, si écoutons vous avez des questions, Florian. il n'y a pas de souci. Florian, allez, Ok, c'est le j'y moment, vais, hein. c'est ton moment. J'y vais, il n'y a pas de souci. L'expérience en tant que joueur, disons qu'elle est assez vaste. Ça dépendait des jeux. J'ai vraiment découvert la compétition d'abord avec les jeux de cartes. Donc, je joue à des jeux depuis que j'ai 3 ans et demi, énormément de jeux de course. Mais c'est par les jeux de cartes, en fait, que j'ai découvert ça sur Yu-Gi-Oh! Il y a 11 ans maintenant. Et ça m'a amené à organiser des tournois pendant près de 5 ans avec une asso. En tant que joueur, alors je me confrontais à un problème d'accessibilité, on va dire, à Yu-Gi-Oh! C'est le prix des cartes. Donc j'étais étudiant, ce qui fait que les rares tournois, ou un tournoi régional à Yu-Gi-Oh! Par exemple, vous allez avoir, sur des gros tournois, il y a encore 5-6 ans, 150 joueurs, quoi. Et donc j'ai dû faire quelques top 8, mais globalement très difficile d'atteindre des victoires si on n'a pas un deck avec une stratégie optimale. Et donc, souvent, quand on est étudiant, on essaye de se débrouiller avec les moyens du bord, on va dire. Et à être meilleur en stratégie qu'avec son porte-monnaie. Donc ça, c'est peut-être pour le côté Yu-Gi-Oh! Et ce qui m'a fait changer de jeu et venir à CTR très rapidement, c'est tout simplement de ne pas avoir un groupe d'amis qui souhaitaient faire les tournois européens. Et donc, quand on se qualifie, ce qui est, faut relativiser, assez facile de se qualifier au championnat d'Europe à Yu-Gi-Oh! Hein. Si vous faites le championnat de France et que vous êtes dans le premier tiers, vous êtes déjà qualifié, quoi, quasiment. Parce qu'il y a tellement de reports de place sur les différents régionaux que la qualification est relativement accessible pour quelqu'un qui sait jouer. En revanche, ce qui m'a découragé, c'est d'être qualifié 3 fois et jamais y être allé parce que je voulais pas y aller tout seul, quoi. Le côté humain m'intéresse beaucoup plus, quoi. Et donc après, j'ai joué à CTR pour une simple raison qui est que j'ai fait la thèse. Donc, j'ai pas voulu me mettre dans un jeu compétitif. Et il s'est trouvé, c'est un peu un hasard, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un championnat d'Europe en 2017 sur ce jeu-là, donc qui a maintenant plus de 20 ans quand même, il est sorti en 99. Et la première année, je me suis dit, c'est pas la peine, je vais pas y jouer, j'aurai pas le niveau. Je venais de reprendre le jeu et surtout de découvrir toutes les techniques. On en parlait récemment avec Reynald il y a pas très longtemps. En fait, quand on découvre les techniques sur certains jeux, on se rend compte qu'on ne sait pas jouer, quoi. Et donc, pendant un an, j'ai à peu près essayé de m'entraîner à certaines techniques du jeu. Et l'année d'après, je suis arrivé avec un ami. On a débarqué les deux outsiders, on a fini 1 et 2 au tournoi. Et donc, c'était très drôle parce qu'il y avait un choc des cultures entre le contre-la-montre, ce qui est vraiment, on va dire, la discipline phare, avec aussi peut-être un peu le speedrun dans des jeux de course, et le fait de savoir maîtriser d'avoir des skills qui sont différents, le fait de savoir lancer des objets, de savoir regarder où est positionné ses adversaires sur la map. Donc en fait, il faut s'imaginer que le jeu est offline, donc on voit les écrans de ses adversaires. Donc rien à voir avec Nitro Fuel, et c'est pour ça que j'ai eu
beaucoup de difficultés à m'adapter au nouveau. Enfin, je ne me suis pas retrouvé. À cause de ça, en fait, j'ai eu l'impression de perdre en stratégie en jouant au nouveau. Et donc voilà, très rapidement, je me suis retrouvé à me rendre compte que dans un mode spécifique du jeu, du coup, j'étais loin d'être mauvais. Et, et alors qu'en contre-la-montre, très clairement, c'est vraiment les meilleurs qui gagnent et ce qui m'a fait changer de jeu. Et c'est pour ça que là, vraiment, je vais très modérer mes propos parce que je débute à Gran Turismo. Ce qui me fait changer, me mettre à Gran Turismo et peut-être plus tard au jeu de Formule 1, c'est tout simplement l'aspect. On parlait de bien-être. En fait, il y a beaucoup de jeux qui sont très traumatisants. Et il y a peut-être 2 ans, j'ai dû porter une attelle pour continuer de jouer à Crash Team Racing, quoi. Sur un jeu qui est quand même une scène amateur où il n'y a pas d'argent à gagner, mais on est tellement tous passionnés qu'on veut avoir les meilleurs temps possibles. Et donc, il y a eu une certaine frustration parce que j'avais atteint mon meilleur classement, c'était 30e mondial sur le jeu en contre-la-montre. Et donc, c'est l'équivalent de 4e français, sachant que les premiers français ont tous des records du monde. Il y en a un qui est joueur chez Race Clutch sur Gran Turismo, justement. Donc, vraiment, quand je dis en termes de niveau contre-la-montre, ça prédomine beaucoup de choses. Et moi, je me suis dit, il y a 2 choses. Soit je continue à jouer à un jeu que j'adore, mais en fait qui me détruit la santé. Donc c'est un peu une décision difficile à prendre, hein, ou soit je tente un autre challenge. Et vu que maintenant on a des jeux de course qui commencent à faire un petit peu leur place dans l'e-sport, encore une fois très modestement, parce que je considère que le jeu le plus installé, c'est le jeu de Formule 1. Si on regarde par exemple les compétitions qui commencent à se développer, le fait qu'ils sont en avance aussi, par exemple, par rapport à d'autres jeux de course sur le marché asiatique. Ils ont lancé il n'y a pas très longtemps une ligue chinoise, par exemple, sur le jeu de Formule 1. Et après, en termes de cash price, ça a évolué très très rapidement. Donc, il y a encore un an, le jeu de Formule 1 devait être le 30 ou 31e jeu en termes de cash price distribué sur l'année dans le monde, quoi. Donc, en termes de jeux de sport devant, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Il devait y avoir FIFA. Je ne sais plus de mémoire s'il y avait peut-être NBA 2K, mais des choses comme ça. Et donc là, ce que je trouve très sympa justement avec Gran Turismo, c'est qu'il y a un site qui permet de mesurer l'évolution en fait jour par jour de tous les joueurs. Et donc ça permet de comparer sa propre évolution avec celle des joueurs pros. Et donc ce que je trouve très intéressant, c'est que par exemple là sur mes premiers jours de compétition, je suis globalement très légèrement en retard sur mon ami qui est maintenant dans les meilleurs mondiaux. Enfin, même si en tout cas, il y a encore un an, il était dans les meilleurs mondiaux. Là, il joue beaucoup moins, donc forcément, c'est un peu difficile de rester au plus haut niveau. Mais par exemple, il est quand même 150e aux Olympiques Virtual Series en ayant joué 1 heure de temps de jeu, quoi. Ça Donc va. ça reste, ça reste assez sympa. J'ai vu que ça le mettait 12e français, quoi, par exemple. Et si on prend le top 200, les 3/4 des joueurs, si ce n'est beaucoup plus, ont une team e-sport. Donc, au moins pour les accompagner, pour les aider dans l'entraînement, etc., pour les aider même financièrement quand il y a des World Tours en présentiel, même si malheureusement maintenant c'est le Covid, hein. Donc voilà, juste pour dire un dernier mot là-dessus, l'expérience en tant que joueur, j'ai quand même une approche plus casu aussi, on va dire, il faut être honnête maintenant. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre plaisir quand je joue, ce qui n'était plus le cas en fait quand je jouais à Crash Team Racing. C'est-à-dire que juste je m'entraînais, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que la seconde année, j'ai pas regagné. Le niveau est tellement élevé. Enfin, il y a des joueurs qui jouent encore même maintenant, pas non-stop, mais très souvent sur le jeu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand je disais 30e mondial tout à l'heure, là, je sais qu'à la fin de l'année, je serai 40e. Donc ça ne veut pas dire grand-chose sur un jeu où on se dit le nombre de joueurs hardcore gamers qui va poster ses temps sur le site est très faible. Mais si on regarde les chiffres des ventes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont au moins joué une fois dans leur vie à ce jeu-là, quoi. Donc, donc voilà. Mais je me considérais plutôt casu et comme quelqu'un qui a envie de se remettre à niveau. Donc je pars vraiment comme si je n'avais jamais joué au jeu. Et aussi dans une perspective de recherche académique, parce que du coup, ça peut faciliter les contacts, en fait. Je le vois comme ça, quoi.
Donc voilà, ma réponse était peut-être un peu très longue, donc je pense que c'était super intéressant il n'y a pas de problème. d'entendre aussi Fabien sur Rainbow Oui. Six, que je ne connais pas du tout. Ah non, c'est c'est sur sur Teamfight TFT. Tactique. Voilà, Ah non, c'était TFT. Antoine sur Rainbow Six et Fabien sur Teamfight. Pardon. Avant d'écouter Fabien, quand même, on voit que Antoine fait du personal branding avec le chat. Tu mets ton image, le manager. Du coup, Fabien, c'est à toi. Du coup, ça m'a fait rigoler parce que je suis un grand fan de Crash Team Racing et j'ai arrêté parce que ça m'a fusillé les doigts en fait. Et je commençais à avoir des os qui gonflaient et tout, tellement je me tuais les doigts. Et je sais pas comment ils font les gens pour jouer autant à Crash Team Racing en vrai. Ils modifient leur entraînement en fait. C'est juste. Mais vraiment, hein, non, mais je pense qu'il fallait des coussins sur les manettes ou quoi parce que c'était trop. Ouais, après. Et en tout cas, il a soulevé 2 points qui étaient intéressants, je trouve, qui viennent dans les étapes du joueur, dans tous les cas, et qui font partie du management. C'est les périodes où ben justement on perd, où on voit qu'on ne progresse plus et qui sont compliquées, où, ben voilà, comme tu as pu le dire, où tu vois que ben, tu t'amuses plus, tu progresses plus, tu es dans une phase un peu descendante. Et ça, c'est très important de savoir le gérer, de se faire accompagner dessus, parce que ça peut flinguer la carrière d'un joueur, en fait. Se retrouve plus et qui même se fasse remplacer, hein, comme je sais plus qui c'est qui en parlait tout à l'heure, se faire remplacer parce qu'on fait pas des assez bonnes performances. Et puis il y a du coup le côté qui est lié directement, c'est le fait de pouvoir s'amuser au jeu. Et l'un dans l'autre, on peut pas vraiment prétendre à être dans les top niveaux si on n'arrive pas à s'amuser encore au jeu. Et je trouve que ça, c'est une vraie problématique pour les structures en tout cas, et d'arriver à allier l'amusement et le jeu, quoi, et la performance, pardon. Et ça, c'est des vraies problématiques. Après, je suis pas expert dessus. De vraies problématiques, oui. Et si je peux me permettre, c'est vrai qu'à tous vous écouter, moi j'ai en fait un peu d'e-sport avant, si on peut dire ça comme ça. En 2008, j'ai beaucoup joué à Trackmania Nation. À l'époque, j'avais été d'ailleurs invité à la Coupe de France de jeux vidéo. Et je me reconnais en fait dans le fait que j'étais loin d'être le meilleur, mais dans le roster qui avait été appelé pour la Coupe de France de jeux vidéo, j'étais appelé parce que j'étais vraiment sympa. Alors ça fait plaisir. J'étais un peu le GO ou le GM de l'équipe. Et alors j'avais pas pu y aller. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais, Florian, parce que j'avais mes études et j'ai privilégié mes études par rapport à cette petite carrière. Par contre, je m'entraînais 10 heures par jour et je reconnais que j'étais fatigué et c'était plus du tout un plaisir. Il fallait gagner des millièmes. Et si certains connaissent Trackmania, j'avais joué à l'époque avec Carl Junior, donc vraiment j'ai joué avec lui, c'était un grand plaisir. Bon, j'ai quitté maintenant, je préfère les étudier les jeux, mais je suis loin d'être un casu et je peux vous dire qu'à l'époque j'avais aussi joué avec Goa.com, c'était un site avec Colin McCrary, il y avait de l'e-sport à l'époque, alors c'était dans les années 2000, passionnant, et on voit l'évolution. Aujourd'hui, le bien-être s'installe justement dans les équipes. Et Florent, tu as dit un mot, moi, qui m'a interpellé, et là je pense qu'on va peut-être chacun dire quelque chose. Tu as dit le jeu traumatisant. C'est quand même fou quand même de se dire qu'un jeu peut être traumatisant pour un joueur. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que vous avez des exemples de joueurs qui ont craqué sur leur jeu complètement? Alors n'hésitez pas, hein, tout le monde peut répondre. Hein. Je sais pas, mais dans la communauté des jeux de course, en fait, il n'y a pas juste un exemple, c'est les 3/4 des joueurs quasiment. Enfin, il y a au moins la moitié, si ce n'est les 3/4, qui ont des problèmes aux mains, qui ont des problèmes. Ça peut être au niveau de la posture, des problèmes de dos, des problèmes aux mains, au coude, tout ça, aux articulations, des tendinites plus ou moins compliquées, durables. Donc moi, l'alerte que j'ai eue, c'est quand j'ai tout simplement un os qui a vraiment craqué d'un seul coup parce que j'essayais de faire une technique très spécifique. Justement, tu parlais de gagner des millièmes, c'est un petit peu cette idée-là. Et le pire dans tout ça, en fait, et c'est pour ça que entre le contre-la-montre sur Crash Team Racing et le fait de jouer avec des objets en temps réel contre ses adversaires, ça n'a rien à voir en fait. Parce que quand on joue en temps réel avec des objets, on ne joue pas avec les mêmes skills. On doit maîtriser son environnement, maîtriser l'environnement de ses adversaires. Et du coup, en fait, les skills qu'on cherche à obtenir pour le contre-la-montre, pour la performance pure et dure, ne nous servent même pas dans ce mode de jeu-là. Et c'est pour ça que je pense j'ai eu l'opportunité de gagner en 2018 et de finir second en 2019. Et aussi, c'est pour ça que certains joueurs qui sont, mais quand je dis meilleurs que moi, il n'y a juste pas photo en fait. Hein. Ils sont 100 fois meilleurs que moi en contre-la-montre. Certains, il y en a un joueur italien, il s'est fait sortir au premier tour contre quelqu'un qui débutait quoi, sur une map assez facile. Il s'est fait avoir avec les objets, ce qui avant ce jour-là me semblait impossible sur ce jeu. Et du coup, ça m'a donné tort, quoi. C'était assez marrant. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, même si j'aurais pas voulu vivre cette expérience-là.
Mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Et après, je pense que les autres vont en parler mieux que moi. Mais je pense à d'autres jeux. Je sais pas, peut-être. Déjà, StarCraft est très connu pour ça. Enfin, les jeux aussi de combat, certains jeux de combat, c'est très compliqué. Et en fait, selon chaque type de jeu, on n'a pas les mêmes types de mouvements, que ce soit sur les manettes ou sur le clavier. Et sur les jeux de course, pour ma part, c'est plutôt de, par moment, rester appuyé très très longtemps sur des touches. Et en fait, selon les joueurs, certains, un peu comme moi, n'arrivent pas forcément à être relâchés quand ils jouent. Quand on va chercher le meilleur temps possible sur un contre-la-montre, on peut monter très très vite en termes de pulsation cardiaque. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, dans les World Tours de Gran Turismo, il y a 1 an et demi, on va dire, juste avant le Covid, ils mettaient les pulsations cardiaques en temps réel des joueurs. Et donc, on voyait que certains joueurs montaient à 150, 160, 170 quand ils arrivaient vraiment dans les phases décisives des courses, quoi. Donc ça peut être quelque chose peut-être intéressant pour plus tard à mesurer. Mais là-dessus, après, sur les questions de bien-être, je vais laisser mes collègues, je pense, vraiment plus en parler avec précision, quoi. Alors qu'il veut intervenir sur justement le bien-être, les jeux traumatisants, peut-être au niveau de la motricité, des APM, des actions par minute dans certains jeux où ça demande une dextérité de folie. Tu as cité StarCraft 2 notamment. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça en devient vraiment traumatisant pour le joueur? Bien sûr. C'est-à-dire c'est vrai que comme vous l'avez dit, la motricité qui est dépendante du matériel qu'on va utiliser. Donc, si on est sur stick arcade pour les jeux de combat, sur les contrôleurs, les manettes, sur le souris clavier, il y aura des pathologies caractéristiques de l'utilisation de ce matériel. En plus de ça, on est tous différents et on a une motricité spécifique. On va tenir la manette ou la souris différemment, placer le clavier différemment et tout ça. Ça peut mettre des contraintes sur certains ligaments, certains muscles, certaines zones anatomiques en fait. Et ça, faut l'adapter, il faut faire au cas par cas parce que comme je l'ai dit, les joueurs sont différents. Et ont différentes manières d'appréhender le jeu. Et il n'y a pas vraiment de posture idéale, du coup, à part la sienne, et le fait d'alterner les postures lorsque on est sur des périodes de pause. Je pense par exemple à League of Legends quand on meurt et qu'on a 30 secondes de respawn, à Valorant quand on meurt sur un round et que on doit attendre le prochain round. Des étirements à mettre en place et puis aussi penser à bien organiser son entraînement et viser plutôt la qualité que la quantité, c'est-à-dire que se mettre une thématique d'entraînement. Par exemple, sur Valorant, je veux m'améliorer sur mon crosshair placement, donc sur le placement de mon réticule en sortie d'un mur ou d'un virage ou quelque chose comme ça. On va se focaliser sur ça. Ça va être fatigant mentalement, cognitivement. Du coup, on va pas pouvoir jouer plus d'une heure, 1 heure et demie en étant concentré sur cette thématique et on va s'obliger à faire des pauses, soit de 2 minutes, soit de 20 minutes quand ça fait vraiment longtemps qu'on joue. Et en plus de ça, on aura mieux appris que si on avait grind pendant 8-12 heures le ladder. Et il y a une vraie problématique du temps et de la gestion du temps. C'est partout pareil dans tous les métiers. Moi, j'ai affaire à ça aussi dans la recherche et dans mon métier. Mais la gestion du temps dans l'e-sport est vraiment dramatique pour moi par rapport aux structures. Je pense à l'exemple des Shanghai Dragons sur Overwatch. Par exemple, sur la première saison, je crois, qui avait fait 0-40. Donc 0 victoire, 40 défaites, ou 42 défaites, je ne sais plus combien de matchs c'était. Et les joueurs, au bout de la 20e défaite, en tout cas le staff leur avait demandé de s'entraîner 12-14 heures par jour. Et bon, il y avait de l'amélioration dans leur niveau, mais aussi parce que les équipes qui les jouaient avaient la pression de est-ce qu'on va être la première équipe à perdre contre eux. Mais ça prouve bien que c'est pas le temps sur le jeu, même si ça compte. Attention, il faut jouer au jeu pour s'améliorer, mais il faut aussi penser à la qualité de son entraînement et orienter son entraînement pour apprendre des choses et s'améliorer. En fait.
Est-ce que d'autres veulent réagir sur ça? Ouais, en Vas-y, fait, Nicolas. non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, ce qui a été souligné, c'est on va dire les compétences qui sont requises par des compétences techniques qui sont requises par certains jeux, et donc des jeux qui seraient pour le coup plus contraignants, en tout cas qui nécessiteraient des compétences motrices qui seraient plus exigeantes, on va dire. Donc les jeux de stratégie en temps réel, sur la nécessité d'effectuer plusieurs tâches en même temps, donc à savoir produire des unités, produire des bâtiments, contrôler ces unités, se battre avec, et ça dans des timings extrêmement serrés sur des parties extrêmement courtes, donc qui exigent de la part du joueur d'aller extrêmement vite avec ses doigts, mais aussi des aspects ergonomiques que vient de relater Antoine, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on achète une console, on a une manette qui est vendue de série avec cette console, et la manette, il s'avère quand même que c'est peut-être pas. Alors, c'est peut-être un périphérique de contrôle qui est assez pratique parce qu'il est universel, il permet de jouer à beaucoup de jeux, mais finalement, d'un point de vue ergonomique, que la plupart de toutes les touches soient à disposition simplement que de 2 doigts, alors qu'on en a 10, puisque à savoir, c'est les 2 pouces qui sont les plus sollicités, à la fois pour le pad directionnel et les touches qui sont en façade, plus les gâchettes. Mais au final, on a 10 doigts, alors que le clavier, pour le coup, paraît déjà un peu plus adapté, et permet de dispatcher, on va dire, les actions. Mais en même temps, les aspects ergonomiques en termes de fauteuil, de hauteur de table, d'angles qui vont être pris par les différents segments et les chaînes musculaires, et ainsi de suite. Tous ces aspects-là sont extrêmement nécessaires à prendre en compte. Et l'e-sport étant une pratique qui commence à peine à se professionnaliser, pendant très longtemps, les joueurs ont été un petit peu, on va dire, laissés pour compte. En tout cas, cette question de la santé, de la prévention de la santé des joueurs et de leur bien-être est clairement pas spécialement un sujet. Aujourd'hui, comme je disais, ces joueurs, c'est des investissements pour les structures, et si elles veulent rentabiliser et surtout pérenniser ces investissements, elles ont tout intérêt à ce que leur carrière dure le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est les éléments les plus visibles, on va dire, en termes de traumatisme. C'est des traumatismes que l'on retrouve habituellement dans la bureautique, des pathologies, des traumatismes qu'on retrouve dans de la bureautique chez des gens qui font 30 ans ou 40 ans de bureautique. C'est-à-dire, c'est des articulations et des chaînes musculaires qui sont sursollicitées. Sauf que ces joueurs-là, ils sursollicitent ces aspects-là en l'espace de 3, 4, 5 ans, quoi. Antoine, tu veux réagir? Je te vois. Non, Sur des temps plus courts. Voilà, j'illustrais ce que tu allais dire. Sur des temps plus courts. Donc, ça, c'est ce qui est le plus visible aujourd'hui. Donc, on commence à avoir des études, depuis notamment 2018-2019, on commence à avoir pas mal d'études. Ce qu'on observe, c'est que ça touche une grande partie des joueurs. Ces questions, on va dire, de douleurs, ce qui revient le plus souvent, c'est les douleurs au niveau du dos, que ce soit au niveau des dorsales, des lombaires et surtout des cervicales, avec finalement le poids du crâne qui est tout le temps en tension sur les muscles cervicaux, mais également des douleurs au niveau des yeux, sur de la fatigue oculaire, donc les muscles des globes oculaires qui sont sursollicités, et puis bien évidemment des douleurs dans les avant-bras, dans les poignets, dans les mains et dans les doigts. Mais les études évoquent généralement sur des échantillons assez larges, entre, on va dire, 30 et 40% des joueurs sur différentes scènes compétitives à différents niveaux qui ont déjà expérimenté au moins une douleur de ce type-là. Alors, le plus commun, c'est les douleurs dorsales et la fatigue oculaire. On est presque à plus de 50% des échantillons interrogés qui évoquent ces cas-là. Sur les douleurs au niveau des mains et des poignets, on est plus proche des 30%, mais ce qui est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Et puis, il y a quelque chose qui est moins visible pour le moment. On commence un petit peu à en parler, à avoir des témoignages, et qui, là, ne sont pas tant liés, on va dire, aux compétences qui sont requises par le jeu, mais plutôt aux enjeux liés à la professionnalisation de l'e-sport, et puis finalement à ces carrières professionnelles, à la reconnaissance que peuvent avoir ces joueurs, à l'image de marque qu'ils veulent renvoyer, et notamment donc avoir des sponsors et ainsi de suite. C'est les enjeux économiques, e-sportifs, compétitifs, qui vont influencer les méthodes d'entraînement, le temps d'entraînement, ce qui est évoqué juste avant, je ne sais plus qui en parlait, là, d'Overwatch, c'est toi, Antoine, qui parlait de ces joueurs et ces joueuses, puisque au Shanghai Dragons, il y avait aussi Geguri, qui s'entraînent 10-14 heures par jour, quoi. Et donc là, on se retrouve avec des phénomènes assez spécifiques qui sont des phénomènes d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Et donc là, on commence à avoir des témoignages depuis 2 ans de cas de burn-out, mais des choses qu'on retrouve aussi dans le sport. On a des sportifs, c'est un vrai sujet tabou dans le sport, mais on a des sportifs qui ont expérimenté des cas d'épuisement professionnel de cette manière-là, mais aussi
des rythmes circadiens, donc des rythmes temporels, des rythmes chronobiologiques qui sont totalement dérégulés, pour la simple et bonne raison que les joueurs s'entraînent tard le soir, parce que c'est à ce moment-là que se passent souvent les périodes d'entraînement. On est sur des rythmes finalement biologiques qui sont chahutés, et les compétitions ont souvent lieu jusqu'à tard dans la nuit, ont lieu sur des week-ends entiers, et ainsi de suite. Donc des joueurs qui ont donc forcément des troubles du comportement alimentaire et des troubles du sommeil qui viennent s'ajouter à ça, puisque ils s'entraînent sur les temps de repas, donc ils décalent leur temps de repas, et puis sur des populations aussi jeunes d'adolescents et d'adolescentes, forcément, on va dire la junk food, ça fait un peu partie de la culture adolescente, presque, j'ai envie de dire. C'est ce qui est pas anormal, je veux dire, quoi. Et surtout quand on sait que la plupart des sponsors de l'e-sport sont des sponsors de junk food et de boissons gazeuses et énergisantes. Je veux dire, il y a des liens très forts qui montrent que c'est hyper difficile de faire changer les habitudes nutritionnelles et diététiques lorsque la majorité des sponsors d'une activité sont des sponsors de junk food et de boissons énergisantes. Des troubles du sommeil, parce que les joueurs jouent, s'entraînent et participent à des compétitions jusqu'à tard. Donc il y a des vrais enjeux là-dessus. Et puis quelque chose dont on ne parle pas du tout, c'est potentiellement des troubles sociaux. Et là, c'est pas tant l'isolement social que l'on associe souvent aux jeux vidéo, du joueur qui se renfermé dans sa chambre, c'est pas tant ça, mais c'est que les joueurs très jeunes se retrouvent potentiellement à beaucoup voyager et aussi à changer de structure dans des continents qui sont pas les leurs ou des pays au moins qui sont pas les leurs. Donc de l'isolement culturel, en fait, du mal du pays, tout simplement. C'est-à-dire des joueurs asiatiques qui viennent en Europe ou en Occident de manière générale, en Amérique du Nord, parce qu'il y a plus d'argent à se faire, et qui donc se retrouvent dans des pays dont ils connaissent pas la langue, dont la nourriture n'est pas celle à laquelle ils sont habitués, éloignés de leur famille, éloignés de leurs amis, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai mal du pays qui peut s'installer, qui est vraiment très spécifique. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu. L'environnement de pratique, pendant quelques années, on a beaucoup parlé de ce phénomène des gaming house, du fait que les joueurs s'entraînaient dans des espaces dédiés et ils vivaient dans ces espaces-là. Donc aujourd'hui, en Occident, on a bien compris que s'entraîner, travailler et sur son lieu de vie, c'était peut-être pas une bonne chose. On est tous en train de l'expérimenter aujourd'hui avec le confinement. C'est que la porosité entre, la frontière entre on va dire profession, pratique, milieu professionnel et milieu privé est de plus en plus poreux avec le confinement. C'est toujours ces joueurs-là expérimentent ça. On voit bien que c'est assez néfaste. Donc l'environnement de pratique joue forcément un rôle aussi sur la santé des joueurs. Et puis l'environnement parental, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui les parents accompagnent la performance de ces joueurs, ou en tout cas leur souhait d'en faire une carrière. Et que bien évidemment, si vous avez des parents qui portent tout le temps un discours extrêmement négatif par rapport à ça, forcément pour le joueur, c'est pas aussi évident que lorsqu'il y a un soutien réel de la part de la famille. Donc aujourd'hui, les travaux de recherche sur ces questions-là, ils sont à leur balbutiement, qu'on se le dise. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est de se dire qu'il y a quand même déjà pas mal d'études qui ont été faites sur d'autres pratiques sportives et culturelles. Donc, on peut toujours un petit peu s'inspirer de ce qui a été fait là-dessus. C'est que pour l'instant, il n'y a rien de très nouveau. C'est-à-dire que ces phénomènes, comme je disais, de tendinite ou de burn-out, c'est des choses que l'on connaît, dont on sait à peu près identifier à la fois les facteurs et quels sont les dispositifs à mettre pour la prévention. Après, chaque scène compétitive est tellement différente et très différente entre Counter-Strike, CTR, Gran Turismo, Overwatch, Teamfight Tactics, Wild Rift, League of Legends, tous les genres de jeux Street Fighter et ainsi de suite. C'est pas du tout les mêmes compétences qui sont requises, c'est pas du tout les mêmes environnements de pratique, c'est pas les mêmes cultures, en fait, pour le dire simplement. Et donc, forcément, c'est là tout l'intérêt maintenant, c'est d'essayer d'identifier quels sont les risques les plus prédominants pour chacune de ces scènes compétitives-là. Et c'est là où le rôle de quelqu'un comme Antoine est assez déterminant, ou comme Fabien, en tant que manager, d'identifier justement les temporalités. Je pense que Fabien, en tant que manager, cette question des rythmes de pratique, des temps dans la journée sont hyper importants pour toi en tant que manager. Et je te passe la balle, t'as vu? Ah voilà, c'est beau ça. Hop, bien fait, bien fait. Oui, non, après, c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Nicolas, du coup. Et oui, donc, au niveau des pratiques, c'est vrai qu'il y a tous ces soucis de santé liés même au physique, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais un joueur, il ne va pas se rendre compte, en fait, qu'il se casse le dos ou qu'il se casse la nuque. Et c'est ça aussi qui est dangereux. C'est qu'on veut toujours plus, on veut jouer, on veut progresser. Et parfois, on passe outre ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait un encadrement pour se rendre compte de ça. Donc, je pense notamment à Antoine qui a fait plusieurs apparitions au sein de notre équipe, Nantisport. Et c'est des choses que, on le sait un peu au fond de nous,
mais on veut pas trop on se le met de côté, on veut pas trop faire attention et petit à petit, en fait, on crée vraiment des carences ou des problèmes physiques et c'est vrai que ce sont des réels problèmes dans le gaming. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la dimension managériale, elle compte à ce niveau-là. Et donc ça, c'est physique. Et il y a aussi du coup le côté psychique, du coup mental, qui est encore autre chose et qui est aussi important Ouais. au final. On n'en a pas trop parlé justement de cet aspect plutôt mental, psychique, psychologique, le stress. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur cette gestion? Est-ce qu'il y a un accompagnement des structures, vraiment une prise en considération? Ou pas du tout, et c'est de la performance, et si t'es mauvais, tu pars? Je vais commencer du Ah coup. bah oui, Moi, vas-y. moi je suis dans une asso, donc tout ce qui est équipe pro, etc., je ne m'y connais pas vraiment. Mais dans une asso, en tout cas dans la nôtre, il y a, et je trouve que c'est primordial même pour le bien-être de l'asso que ça soit en place, parce que je ne pense pas qu'une asso sans cet aspect-là puisse vraiment exister. Elle va forcément se planter à un moment donné, parce que jouer pour jouer, ça ne devient pas intéressant il va y avoir un blocage à un moment donné. Donc il faut tout structurer. Même en dehors de la suractivité, il faut structurer pour qu'il y ait toujours de l'intéressement, pour qu'il y ait toujours de l'envie de jouer, de l'envie de progresser. Et donc, ça passe aussi par, on parlait de la performance personnelle, d'être bon à son propre jeu, de travailler les mécaniques, de jouer 14 heures par jour. Mais il y a aussi une autre méthode, hein, qui est juste de travailler en équipe, de discuter, juste de ne pas jouer, de discuter et de regarder. C'est aussi un autre aspect pour la compétence personnelle. Je pense que c'est même inévitable. Donc, voilà le boulot du manager. Et ça permet aussi de se reposer au final, hein, de ne pas travailler ses doigts en permanence et de plutôt étudier. Et on progresse aussi de cette manière-là. Donc, ça me paraît primordial en vrai dans la survie d'un groupe de structurer, donc autant pour préserver le mental et l'état de santé du joueur et que de la performance au final. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Enfin, Fabien, t'avais peut-être pas fini, excuse-moi. Non, voilà, c'est que ce soit dans les ateliers, que ce soit dans les postes, que ce soit dans les rappels de posture, tout ça. Donc, comme on peut faire en entreprise, au final, hein, moi, je travaille en logistique et ça en fait aussi partie du management, hein, de rappeler les postures à tout le monde, d'avoir des événements réguliers à ce niveau-là. Donc, voilà, ça me paraît indispensable. Et En sur fait, il y a, l'aspect. Vas-y, Nicolas. ouais, non, mais c'est qu'il n'y a pas de règles. Déjà, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'e-sport, on parle de plein de scènes très différentes avec un niveau de professionnalisation et de structuration qui est très différent. Bien évidemment, League of Legends et Counter-Strike sont peut-être les jeux qui sont le plus mis en avant. Ce serait un petit peu l'équivalent du football dans le sport, quoi. Et donc là, effectivement, il y a plus de moyens, les structures sont plus professionnalisées et donc investissent potentiellement plus sur la santé des joueurs. Mais si on prend des scènes comme Street Fighter ou je sais pas, ou Mario Kart ou Just Dance ou Le d'autres. speedrunning même, enfin, on Ouais. ne parle pas du speedrunning. Et donc dans ces cas-là, clairement, l'accompagnement se fait beaucoup moins. On est plus proche de pratiques amateurs et voilà. Et puis, ce qu'il faut. Alors, en fait, il y a des paradoxes, quoi. C'est assez intéressant parce que d'un côté, pour beaucoup de gens, si on va dire la question des compétences physiques dans l'e-sport peut être mise en question, c'est pas toujours évident à comprendre pour certaines personnes, surtout qui sont extérieures à ce milieu-là ou qui pratiquent pas. La question des compétences cognitives, elle est assez admise. Tout le monde se dit bien, ok, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens comparent l'e-sport aux échecs, qui est par essence un jeu de type combinatoire et donc clairement basé sur des compétences cognitives. Donc cette question de ok, il faut entraîner le cerveau, c'est important, ou en tout cas, il faut en prendre soin, c'est important. Mais le paradoxe, c'est que même si tout le secteur en a bien conscience, lorsqu'on demande aux joueurs, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, les compétences cognitives ou les compétences physiques, et qu'ils répondent tous les compétences cognitives, bah, et quand on leur demande à côté, est-ce que vous faites de la préparation physique ou est-ce que vous faites de la préparation mentale, ils disent plutôt tous, on fait de la préparation physique. Qu'on est là, bah, vous avez pourtant conscience que c'est les compétences cognitives qui sont les plus requises, mais vous passez plus de temps à courir sur un tapis roulant. Donc, il y a ce type de paradoxe qui peut apparaître. Après, encore une fois, c'est que c'est un secteur qui est très disparate, très hétérogène en termes de professionnalisation. Donc, pour les plus grosses structures professionnelles, elles vont essayer de mettre en place, bien évidemment, un accompagnement de la santé dans des objectifs de performance, toujours bien évidemment, des joueurs enfin, de leurs joueurs et de leurs équipes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est, notamment sur la préparation, on va dire, mentale, ou l'accès à des psychologues sportifs, hein, des psychologues de la performance, c'est quelque chose qui est proposé, mais qui n'est pas forcément régulier. En fait, c'est quelque chose qui est mis à disposition des joueurs. On leur dit, voilà, si jamais vous en avez envie, on peut solliciter des psychologues, on en a avec qui on travaille, et puis si vous n'en avez pas envie, ben on ne les sollicite pas.
Donc, il y a vraiment une mise à disposition. Mais souvent, un peu comme dans le sport, le fait de faire appel à un psychologue du sport ou de faire appel à un coach mental ou à un préparateur mental, c'est souvent perçu comme une faiblesse d'une certaine manière, comme s'il y avait un dysfonctionnement. Et donc, il faut encore accepter le fait de se dire, bah, si je perds, aller voir un psychologue ou solliciter le psychologue sportif, c'est pas montrer une faiblesse, ou en tout cas, c'est pas avoir une pathologie, mais c'est juste essayer de mettre à profit tous les outils que j'ai à ma disposition pour faire la différence, parce que bah, le niveau, finalement, s'uniformise vers le haut de chaque année, quoi. Et donc, ce qui va permettre de faire la différence, c'est des tout petits détails. Donc, de manière générale, il n'y a pas de règles. C'est là où je veux en venir, quoi. C'est que c'est hyper hétérogène sur la mise à disposition et l'utilisation de ces préparateurs mentaux, de ces coachs. Il y a l'exemple que donnait Florian, moi, que je prends souvent, hein, qui est l'exemple de Rogue, qui est une équipe dont l'équipe, en tout cas, League of Legends, est l'une des meilleures d'Europe, puisqu'elle vient de finir seconde du segment, ça doit être le segment de printemps de League of Legends, le Spring Split. Et qui est accompagné plus que par des personnes qui sont en charge de la performance mentale, mais qui sont accompagnés par des chercheurs. En fait, c'est là, à mon avis, tout ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement des coachs mentaux et des préparateurs mentaux ou des psychologues du sport, c'est avant tout des chercheurs qui sont dans des laboratoires à l'Université des sports de Cologne et qui accompagnent la structure tout en mettant en place des dispositifs méthodologiques pour essayer d'évaluer justement quels sont, on va dire, les facteurs de stress les plus importants et comment y remédier. Et donc, ils mettent aussi en place différents outils, différents dispositifs, que ce soit de l'imagerie mentale, que ce soit de la méditation et plein d'autres choses que je ne maîtrise pas parce que c'est pas mon métier, mais qui proposent une vraie boîte à outils. Et là, ça devient intéressant parce qu'ils récoltent des données et ça leur permet, en fonction des données qu'ils récoltent, d'ajuster tout ça. C'est pas simplement, on va dire, une approche prescriptive où on dit ok, c'est comme ça, il faut que vous le fassiez comme ça. C'est une co-construction avec l'équipe que je trouve hyper intéressante, où les chercheurs sont sur le terrain, ils ont des problématiques qui leur sont soumises par les joueurs, par le staff et par les équipes, puis eux, ils les problématisent de manière scientifique, ils mettent en place des protocoles expérimentaux auxquels finalement ils permettent au staff non scientifique de donner des interprétations que eux viennent analyser, et en fonction de ça, ça leur permet d'avoir, on va dire, des sciences de la performance sportive ou e-sportive qui soient les plus justes possibles, quoi. Donc voilà un petit peu sur ces aspects psychologiques, quoi. Très complet. On t'a pas beaucoup entendu, Reynald. Est-ce que tu veux réagir sur peut-être des thématiques? Ça t'évoque des éléments, tout ça, sur l'aspect peut-être marketing, brand, voilà. Bah, sur cet aspect bien-être, encore une fois, moi, c'est pas du tout, mon fond de fabrique, encore une fois. Voilà. Et les seules choses sur lesquelles je pouvais contribuer, elles ont déjà été dites, hein. C'était l'exemple de certaines équipes qui commencent à mettre en place des choses, qui commencent à s'intéresser vraiment. Et puis l'exemple de Rogue, parce que on en parle souvent autour de l'assaut, et puis, très honnêtement, c'est toujours le premier exemple qui ressort parce qu'ils font des choses que peu d'équipes font. Mais au-delà de tout ce qui a été dit et très bien dit par mes collègues, je pense que j'ai pas grand-chose de plus, et je ne pense pas pouvoir compléter. Ils s'y connaissent bien mieux que moi sur ces aspects-là. Mais tu as déjà quand même des choses à apporter, hein, attention. Hein, oui. Sur l'aspect marketing, voilà, sur d'autres thématiques, c'est pour ça la pluralité des profils. Alors, il y a une question, parce que là, le temps avance et il nous reste très peu de temps. Déjà, il y a une question qui fait un peu qui résume un peu tout ça. Elle était posée sur Twitch. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animations sur Twitch, je vois. Merci à ceux qui nous regardent de là. La question, c'est la suivante, c'est est-ce que le turnover très important des joueurs dans les équipes n'est pas non plus un problème à la stabilité de ces équipes? Et est-ce que vous savez si c'est un sujet d'inquiétude pour les managers d'équipe? Ça englobe un peu tout ce que l'on a dit, mais est-ce que vous avez des éléments de réponse? Ouais, je sais pas. Je peux peut-être un tout petit peu en parler parce que ça fait partie Florian. Des éléments que j'aimerais bien investiguer un peu plus, en fait, qui ressortaient dans l'étude exploratoire sur les équipes, que je souhaite faire sur les... Je vais y arriver. Sur l'étude exploratoire que j'ai faite sur l'état un petit peu de l'art de l'e-sport au Vietnam et la situation des équipes pro là-bas, par exemple, on va dire. Et à la suite de cette étude-là, j'ai vraiment l'idée, peut-être dans le cadre d'un postdoc, d'essayer d'analyser, donc, par exemple, à travers le cas des teams professionnels sur League of Legends, donc, qui participent au VCS, donc c'est le championnat vietnamien de League of Legends, de regarder justement est-ce que ça peut pas avoir un impact aussi en plus derrière sur la manière dont les équipes sont managées, sur leur stabilité, aussi dans le sens parce qu'il n'y a que
il n'y a que 8 slots pour participer au VCS. Donc, il y a une très forte, comment on appelle ça, comme tu disais, un très fort turnover aussi entre les équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui ont tendance à changer de nom parce qu'elles vont perdre, je sais pas moi, leur sponsor titre, elles vont plus avoir les fonds pour rester au plus haut niveau, et le marché est encore en train de se structurer. C'est pour ça que je disais que selon aussi les cultures des pays, ça peut beaucoup changer, parce que dans l'entretien que j'avais eu avec une agence donc, qui s'appelle Apota e-sport, qui est un peu sur tous les métiers, on va dire, de l'e-sport au Vietnam. Donc, ils font organisation d'événementiels, gestion des talents, ils vont faire aussi éditeur de jeux, enfin un petit peu tout. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils précisaient le fait, quelque chose qui fait aussi un peu écho à certaines recherches sur la formation des équipes e-sport, donc là, plus à l'échelle internationale, je pense aux travaux de Freeman et Vaughan, par exemple, en 2017. Il faisait écho au fait que peut-être entre à peu près, la timeline, c'est à peu près de 2010, on va dire 2010-2012, les premières teams qui se sont créées sur ces jeux-là, avec les premiers championnats. La Glorious Arena, c'est 2012 au Vietnam, par exemple, qui est ensuite, plus tard, est devenu les VCS. Et 2017-2018, enfin surtout 2018, quand les VCS ont été reconnus par Riot Games comme, on va dire, ligue officielle, quoi, qui permettait d'avoir des places qualificatives pour essayer, pour les meilleures équipes vietnamiennes, de se qualifier au championnat du monde. On se rend compte de quoi? On se rend compte que dans cette période de structuration, on va dire, début des années 2010 jusqu'à 2018, il y a un nombre d'équipes vraiment très grandes qui ont participé justement, on va dire, au VCS ou aux ancêtres des VCS, alors qu'à chaque fois, c'était soit 6, 8 ou 10 équipes qui participaient globalement. Et j'ai fait un tableau Excel là-dessus, ça nous sortait plus de 70 équipes. Et sur les 70, les équipes qui étaient les plus représentées, qui avaient les meilleurs résultats, il y en avait plus de la moitié qui avaient changé de nom, changé de structure plusieurs fois, qui avaient changé de joueur énormément de fois. Et j'avais pris un exemple quand j'ai présenté ce travail exploratoire de l'équipe Gami Sport, donc qui est présente sur League of Legends. Je ne sais plus exactement s'ils sont sur d'autres jeux, mais c'est peut-être possible aussi. Et depuis, qui s'appelle Gami Sport, parce qu'avant c'était une équipe qui avait d'autres titres, on va dire, ils ont fait sur l'espace peut-être de 2-3 saisons 37 changements de ressources humaines. Donc là, quand on parle de management, c'est assez important, parce que quand je dis des changements de ressources humaines, il y avait les 3/4 qui étaient des changements de joueurs, sachant qu'à LoL, c'est un roster de 5 joueurs, plus des fois des remplaçants. Donc selon le budget, par exemple, des teams, on va avoir plus ou moins de remplaçants. Et là, du coup, on se rend compte que forcément, ça peut avoir tendance à fragiliser aussi les équipes. Plus on va changer très très rapidement nos rosters, à la fois de joueurs, mais aussi d'équipes dirigeantes. C'est-à-dire que Gami Sport, ils ont changé plusieurs fois de manager principal, plusieurs fois de coach et même d'analyste, ce genre de choses. Du coup, c'est très difficile, comme les ressources humaines partent, ils partent avec leur expertise. Et derrière, pour avoir une idée de comment on pourrait faire mieux, en fait, j'ai un peu, pour le moment, c'est une hypothèse, hein, vraiment, c'est une hypothèse. J'ai un peu l'impression que pour le moment, beaucoup de managers ne savent pas, justement. Et c'est pour ça que l'idée, quand Nicolas parlait tout à l'heure, là, d'équipes comme Rogue qui se disent on va commencer à mettre en place des protocoles, par exemple, sur le bien-être des joueurs, leur psychologie, tout ça, c'est intéressant parce que il y a très peu d'équipes qui se posent ces questions-là. Et donc, moi, j'aimerais bien faire une analyse là-dessus. Pourquoi sur le Vietnam? Parce que ça me semble plus simple d'obtenir les entretiens. Il y a un côté pratique à ça, quoi. Et peut-être à l'avenir, mais c'est vraiment à l'avenir, peut-être faire des comparaisons sur les teams e-sport de jeux de course qui, elles, ont tendance à avoir un côté peut-être sportif, entraînement sportif à côté, qui des fois est peut-être un peu plus important, mais là encore, c'est des hypothèses, ça demande à être vérifié, et puis ça va dépendre des jeux, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, je me questionne beaucoup, donc c'est pour ça que tout à l'heure, là, dans les présentations de ce matin, quand il y avait la présentation, je crois, de Pierre, et il a abordé les questions des indicateurs, ça aussi, peut-être qu'on peut imaginer que faire des analyses plus poussées sur, au final, quels sont les indicateurs selon les jeux pour mesurer la performance, qui sont les plus intéressants et sur lesquels essayer de faire progresser les joueurs, peut-être que ça aussi, ça peut contribuer, si on a une meilleure connaissance de ça, derrière au bien-être des joueurs.
Parce que je ne sais plus si c'était dans les commentaires de ce matin, mais quand on disait sur certains jeux, si on a notre MMR, notre classement un petit peu en matchmaking, bah, si on arrête de jouer pendant 1 an, sur certains jeux, on garde le même MMR. Et donc, du coup, forcément, bah, on peut dire j'ai ce niveau-là, alors que c'est plus le cas, quoi. Et ça, derrière, ça peut avoir des incidences sur si on essaye d'être transféré dans une autre équipe et on essaye de montrer, regardez, mais j'ai encore un bon niveau, bah, on peut biaiser ça, en fait. Et c'est pour ça que dans cette étude-là, j'aimerais bien essayer de. Pour le moment, je me pose encore plein de questions, c'est pour ça que c'est exploratoire, mais trouver quels pourraient être les indicateurs qui rentrent en compte là-dedans. Parce qu'après, l'idée, c'est de mesurer la réussite à la fois commerciale et sportive. Et du coup, c'est pour ça que bah, si certains d'entre vous ont des idées d'indicateurs pour rajouter peut-être des aspects sur le bien-être, bah, ça m'intéressera. On ne sait jamais, ça peut être intéressant de rajouter des indicateurs comme ça. C'est vrai qu'on en parlait ce matin, hein, de tout ce qui était Ouais. MMR. Je vois que le temps nous presse, on a quasiment terminé. On aimerait encore, j'avais plein d'autres questions, il y avait plein d'autres questions sur Twitch, dans le chat, mais il faudrait une conférence, une table ronde de 3 heures, voire plus. Mais un petit mot quand même pour la fin, chacun d'entre vous, peut-être vos projets, qu'est-ce que vous feriez autour de cette thématique, ou alors en dehors de cette thématique, hein, c'est pas obligatoire. Donc Florian, tu en as un peu parlé, hein, sur les indicateurs, ça t'intéresse. Nicolas, qu'est-ce que tes projets sur l'e-sport, ils sont nombreux, j'imagine. Qu'est-ce qu'il en est? Là, actuellement, on travaille beaucoup avec Florian sur le cas des Jeux Olympiques et de l'e-sport. Eh oui, C'est un de nos sujets de prédilection à tous les deux. Donc, c'est quelque chose qu'on suit énormément et Florian est en pleine observation participante sur Gran Turismo, comme il l'évoquait. Donc, ça, c'est un premier sujet. Un deuxième, moi, je travaille aussi avec un autre doctorant qui s'appelle Jason Delestre, qui fait partie aussi de notre association de chercheurs sur le cas des fédérations qui investissent dans l'e-sport et leur stratégie, un petit peu dans le sens de ce que fait Florian sur les clubs, on fait un petit peu sur les fédérations. Et puis parallèlement à ça, moi, c'est vraiment les questions de santé, puisqu'on organise avec mon laboratoire un grand congrès international au mois de décembre sur la question de la santé dans l'e-sport, dans ces 3 dimensions, santé physique, santé psychologique et santé sociale. Et puis, je continue toujours de travailler après, de manière générale, sur, on va dire, les pouvoirs publics et l'e-sport, donc les phénomènes d'institutionnalisation et la reconnaissance de l'e-sport dans les différents pays du monde, et sur les enjeux de diversité, à la fois diversité genrée, ethnique, sociale, inclusion des personnes en situation de handicap. Bref, voilà, ça c'est mes thématiques du moment, mais qui, à mon avis, vont me suivre pendant des années et des années, quoi. Donc, voilà. merci Nicolas. Il ne faudra pas hésiter à partager cet appel à communication, peut-être pour un événement en décembre, hein. N'hésite C'est ça. pas, je le transférerai peut-être à la communauté. Reynald, tes projets, qu'est-ce qu'il en est? Rapidement, en 30 secondes si vous pouvez, ça serait. En 30 secondes, Ouais, bah, 45. dans 3 mois, il faut que j'ai déjà rendu ma thèse. Et après, Voilà. comme ça, je pourrais passer sur d'autres projets. Non, mais à côté, moi, je sais que l'e-sport, c'est quelque chose que j'aimerais aborder par la recherche, mais aussi par un côté presque un peu pro, notamment d'un point de vue associatif avec des équipes amateurs, parce que je pense qu'il y a un énorme travail de structuration qui peut se faire d'un point de vue presque management, mais global de la chose. Parce que pour revenir juste sur la question sur tous ces turnovers et compagnie, je pense que tout simplement, bah, ils existent aussi parce que bah, les 3 quarts des équipes au niveau amateur, elles se créent par affinité, carrière derrière pour gérer tout ça. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire sur un moyen qui permettrait de structurer des choses, même pour des amateurs. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent énormément parce que j'ai mangé de l'associatif dans le sport classique et c'est quelque chose que j'ai adoré. Mais sauf que le sport, je m'en suis un petit peu éloigné et pouvoir réitérer un peu des choses d'un point de vue asso dans l'e-sport, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et après, moi, j'aimerais beaucoup travailler sur c'est peut-être pas directement lié à l'e-sport aussi, mais sur justement peut-être ces créateurs de contenu, la gestion de marque, travailler un peu aussi sur bah, tout ce qui touche à la personnalité en fait des joueurs. D'un point de vue marketing, encore une fois, hein, je ne veux pas Bien sortir de mon sûr, cadre de compétences on parce a que je ne compris. servirai pas à grand-chose. Mais voilà, même sur de la gestion d'image de marque ou des choses, je pense que c'est des choses qui peuvent aussi, mine de rien, en fait, être utiles pour les joueurs d'avoir et pour les structures d'avoir des idées de gestion d'image de marque parce que mine de rien, bah, sinon on arrive, on voit des burn-out à droite à gauche et des joueurs qui peuvent se faire tout simplement bouffer par les réseaux à droite à gauche. Et si je peux participer à éviter ça, ça serait bien. Merci Reynald. Antoine, pareil, quelques mots sur Ouais. de la fin. Les projets, qu'est-ce qu'il en est? Rapidement. De mon côté, pour faire très rapide, ouais, j'aimerais bien m'intéresser aux différentes fatigues dans l'e-sport. Je trouve qu'il y a une définition qui est pas claire en fait, parce qu'il y a de la fatigue cognitive, il y a de la fatigue physique
Et c'est un peu tout mélangé, on ne sait pas trop où on part. Je dis pas qu'il y a un point de départ, mais c'est sûrement les deux qui sont entremêlés et j'aimerais bien mieux définir ce phénomène qui est la fatigue dans l'e-sport. Et voilà. Ben, merci. Florian, tu as dit déjà quelques mots. Est-ce que tu veux confirmer tes intentions sur les Ouais, indicateurs ou c'est ça, mais rapidement. les indicateurs, c'est vraiment une partie sur ce que j'aimerais faire là, sur le côté e-sport, gestion des teams pro sur League of Legends. Mais sinon, très très rapidement, Nicolas en a un peu parlé là sur Et e-sport oui. olympique. Après, si j'ai la chance, je croise les doigts de partir faire un postdoc au Vietnam, il y aurait l'idée de prolonger ça en faisant peut-être un focus sur l'intégration des compétitions e-sportives au sein des Jeux d'Asie du Sud-Est qui là prennent un autre virage, si je peux dire, qu'aux Olympiques Virtual Series, parce qu'on a quasiment que des jeux d'e-sport qui sont, on va dire, soit majeurs en Asie du Sud-Est, ou soit vraiment en devenir. Et sinon, je réfléchis, non, mais c'est à peu C'est près. déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, et soutenir la thèse, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est Voilà. une belle étape. Et enfin, Fabien, Moi, je quels vais sont les projets? continuer à jouer sur mon jeu, du coup, et à animer le plus possible notre équipe sur TFT, du coup, notamment sur l'organisation d'événements pour que tout le monde puisse progresser en même temps et puis continuer à prendre du plaisir sur le jeu qui est quand même l'objectif principal de nous tous en progressant, tout Ça, simplement. c'est sûr. Se qualifier pour les Worlds et streamer sur Alors, sa chaîne. Du coup, je stream je stream, mais c'est vraiment par pur plaisir. Il y a pas de, je travaille pas mon image de marque, etc. C'est vraiment juste pour mon plaisir personnel et les gens qui veulent voir un peu de jeu. Et puis après, se qualifier pour les Worlds dans le meilleur des mondes, mais il y a d'autres grosses compètes aussi où on aimerait se qualifier. Yes. Et enfin, pour finir, hein, donc, si ça intéresse des personnes, là, j'ai lancé un sujet de thèse autour du jeu vidéo responsable et notamment sur l'e-sport. Et il y a de fortes chances que quelqu'un de la REF se positionne dessus. Donc, c'est réfléchir à des pratiques responsables autour de l'e-sport. Donc là, je serai co-encadrant potentiellement d'une thèse sur ce sujet. Merci beaucoup, messieurs. Philippe, j'ai dépassé de 5 minutes, mais hier, pareillement, tu avais fait un peu plus, mais là, j'essaie de C'est pour ça que j'ai condenser. pas osé. C'est pour ça que j'ai pas osé vous couper. Alors non, je vous ai pas coupé parce que c'était passionnant. Pareil, j'ai écouté, j'ai appris plein de choses et il était hors de question qu'on vous coupe à ce moment-là. Et puis il y a eu beaucoup de Ah débats. oui, oui, oui. Et Ouais, énormément de vraiment. réflexions sur Twitch. Je crois que c'est la table ronde d'e-sport qui a le plus été commentée sur Twitch. Je suis désolé de dire ça, mais c'est le cas. Et énormément de réactions. Il y a eu Non, beaucoup de super. questions. Et j'ai vu que Florian et Antoine avaient répondu dans le chat. Merci à vous deux. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les autres. En tout cas, on vous remercie vraiment infiniment, Nicolas, Florian, Reynald, Antoine et Fabien, pour vos témoignages. J'espère de Merci à tout vous. cœur qu'on pourra continuer les collaborations. N'hésitez pas à proposer donc vos travaux dans des colloques comme celui-ci. Hein. On attend des soumissions. Cette année, il n'y en avait pas. Donc, ça serait bien. N'hésitez pas. Merci à vous, messieurs. On va vous libérer. Et avec Philippe, on va donc terminer. Clôturer, voilà, la fameuse cérémonie de clôture que j'appelle ça. Alors attends, au niveau des webcams, je vais épingler la tienne et la mienne. Alors je me suis épinglé tout seul. Je ne sais pas comment je fais pour t'épingler aussi. Mince, je me suis épinglé tout seul. Supprimer l'épingle. Ah bah attends, il n'y a que toi. Il n'y a que toi et moi. Alors attends. La galerie, voilà. Et là, je vais arrêter les vidéos. Fabien, je vais arrêter la tienne, hein, mais c'est juste pour avoir que Philippe et moi-même. Très bien. On est que tous les deux en webcam. Bon, on arrive à la fin, Philippe. Ça y est. Oui, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Allez, Donc, vas-y, je te laisse commencer. oui, sur, oui. Alors bon, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aux intervenants, aux reviewers, aux auditeurs. Donc, je laisserai Antoine. On va switcher. On a prévu un jeu de rôle. Voilà, un protocole. Normalement, on devrait se vautrer parce que ça va pas. Voilà, bon, on a prévu un jeu de rôle. Donc, on commence par les remerciements. Donc, merci à toutes et à tous. À toi, Antoine, de remercier.
Oui, pareillement. Je vous remercie vraiment toutes et tous, à la fois les intervenantes, les intervenants, les personnes qui ont participé aux 2 tables rondes, celle d'hier sur les wargames, celle qui vient de se terminer à l'instant sur l'e-sport. Remercier aussi toutes celles et ceux qui ont participé dans le chat, donc les spectateurs, les auditeurs, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur Zoom. Donc c'était en live Twitch, c'était aussi une particularité. Un grand merci parce que c'est grâce à vous que ce colloque peut vivre. Pour information, je vais me permettre, parce qu'on a prévu une demi-heure pour la cérémonie de clôture, donc on a du temps, mais ce colloque est né il y a 5 ans déjà. J'aime bien le rappeler. Et à la première édition, il y avait Nicolas que l'on a vu à l'instant à la table ronde. Et puis au début, vraiment, c'était un événement crash test, on va pas se le cacher, sur rassembler des acteurs autour du jeu. Au début, c'était management et e-sport davantage. La ludopédagogie est arrivée après, notamment avec toi, Philippe, et c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle je suis aussi positionné. Le colloque a évolué. Au début, c'était vraiment plus des conférences. On est arrivé à se structurer. Et rien que pour ça, merci à toutes et à tous vraiment de suivre cet événement depuis 5 ans pour certains, parce que vous êtes fidèles. Donc voilà, Je crois les qu'Antoine, remerciements. tu peux donner quelques chiffres du coup. Oui, alors quelques chiffres. Alors c'est des chiffres provisoires. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. Vous savez, c'est les chiffres à chaud. On a l'impression que c'est comme les résultats dans les élections. Un chiffre global. Un chiffre global, c'est celui du nombre de personnes qui ont unique. Je précise, de personnes uniques qui ont regardé donc cet événement en ligne, qui s'est passé en ligne, que ce soit sur Zoom ou sur Twitch. Voilà. On a un chiffre approximatif, donc c'est pour ça que ne communiquez pas forcément dessus. Il va s'affiner avec les statistiques que l'on a avec Philippe. Ce chiffre. Zoom, il évoluera pas pour Zoom. Donc voilà, la partie Zoom, il Zoom, on est évoluera bon. pas. C'est la Non. partie Twitch. J'attends la clôture du stream que l'on a là pour avoir le résumé du stream et j'aurai le chiffre définitif. On vous le communiquera plus tard. On fera des annonces sur Twitter. Et donc, c'est pas moins de 500 personnes uniques qui ont regardé la 5e édition du colloque international Game Evolution. 500 personnes, c'est juste monumental. Philippe, qu'est-ce que tu en penses de ce chiffre? C'est énorme, surtout que déjà on avait 224 inscrits. On n'a pas osé vous en parler au début parce qu'on s'est dit, bon, s'il n'y a que 20 personnes, ça serait bien déjà. Donc en fait, sur les 224 inscrits, 217 sont venus sur quand Zoom. même. Oui, 217 sont venus sur Zoom. Alors, parfois pour une seule conférence, mais c'est pas grave. C'était aussi ça l'intérêt du distanciel. Et on est resté à peu près à 50, 60 en permanence, avec parfois d'une conférence à l'autre un changement complet du public pour arriver sur les 2 jours à 217 personnes sur les 224 inscrites. Et donc, le reste à compléter, effectivement, correspond au visionnage Twitch, sachant qu'il y a déjà 160 visionnages de la table ronde d'hier soir. Donc, je pense qu'on va avoir aussi d'autres. Ça va grossir, oui. Mais en tout cas, quasiment 500 personnes pour notre colloque, c'est juste énorme. Ouais. Voilà, c'est même plus que du double que l'année dernière, puisqu'on était, il me semble, à 120, 130. 124, si je me rappelle on bien. n'avait pas, voilà. Donc, on est même largement le triple. Donc, cette possibilité de venir discuter, échanger via Zoom, et en parallèle, pour celles et ceux qui préfèrent regarder sur Twitch, mais on peut intervenir aussi. Bon, en tout cas, ça a été un bon mix. On a fait notre maximum. D'ailleurs, pour faire la transposition des questions sur Twitch dans le chat, ne faut pas hésiter à nous dire si c'était bon ou pas. Hier, c'était 219 personnes uniques sur Twitch pour donner les statistiques plus précises. Et la première édition, juste pour comparaison, c'était 45 personnes. On était 45, c'était déjà énorme. Et là, 500, environ. Alors que là, 45, c'est le nombre d'intervenants. Voilà. le nombre d'intervenants. Voilà. Bon, là, on se fait un petit peu d'auto. Oui, voilà, on est content. Alors, vas-y, tu continues, Philippe. On va continuer effectivement. Donc, on vous rappelle que tous les actes, tous les articles qui ont été présentés ici, donc ça ne concerne pas les conférenciers invités et les tables rondes, mais il y a donc 17 communications qui ont été présentées, 2 posters et le reste en retour d'expérience et la majorité en articles seront disponibles sur le site que peut-être Antoine, tu peux glisser dans le chat. Sinon, attends, je crois que je l'ai enregistré. Tu l'as enregistré? Oui. En copier-coller direct. Ah bah parfait. Oui, c'est bon, voilà, il y est. Donc là, vous trouverez les actes. On les a tous. Donc, ça devrait arriver rapidement. On fera un fichier complet et vous aurez
vous aurez l'ensemble des 17 textes, enfin 15 textes plus les 2 posters qu'on intégrera, à mon avis, dans les actes pour avoir un fichier complet. Toutes les vidéos ont été enregistrées, donc elles seront placées, notamment sur YouTube aussi, quand j'aurai nettoyé un petit peu et puis je pense que sur, Twitch, elles seront aussi disponibles. Alors, Précision, juste avant Philippe, sur les actes, vas-y. juste sur les actes, ne nous envoyez pas d'email pour dire quand ça sera disponible. Prochainement, il faut qu'on mette d'ailleurs les actes de l'année dernière, c'est quasiment terminé. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire avec Philippe, mais on y pense, ça sera fait. Il y aura une grosse mise à jour pendant les vacances d'été, donc ça y sera à terme, c'est sûr et certain. Mais peut-être pas dans les 2 semaines qui arrivent, on a énormément de choses aussi à faire. Voilà, c'était juste pour prévenir. Philippe, je te Ouais, laisse. super. Bah écoute, au-delà des actes, donc on avait un petit nuage de mots hein, qui a circulé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc on a plus de 100 mots qui sont sortis, donc c'est relativement intéressant puisque le mot central, et d'ailleurs c'est l'un des mots qui a été dit par le dernier intervenant de ta table ronde, c'est le mot plaisir. Et ben finalement ça reboucle bien sur ce mot plaisir qui est en termes central, qui a été le dit. Donc, plus ils sont centraux, les mots, plus ils ont été dits souvent. Alors, bien sûr, le mot jeu de rôle apparaît en fait 2 fois, si on voit bien jeu de rôle et jeu de rôle sur table. Donc, si le mot jeu de rôle avait été mis, ils auraient été principal. Le wargame a effectivement été à une place centrale sur ce colloque au travers donc, de la table ronde, de plusieurs conférences et un papier d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ressort un peu. Mais en tout cas, le mot plaisir, diversité, bienveillance, sont des mots qui ressortent et qui font plaisir. C'est le cas de le dire. On voit un mot MMMs. Oui, ça c'est c'est mon anecdote, tu sais, sur la M&M's en jeu de rôle. Voilà, donc là même ça, voilà. Donc on le mettra va sur le commencer. site. Hein. Oui, on va le diffuser, puis peut-être un petit message LinkedIn ce soir. Voilà. Alors, maintenant, on voudrait vous faire des annonces. Alors attention, c'est le teaser, il faut que tu dises davantage. Annonces. Alors voilà, bon. Donc, il va y avoir 4 annonces qu'on va vous faire. Je vais vous en donner une, parce que j'ai beaucoup parlé. Je laisserai la parole pour les 3 dernières à Antoine. Mais en tout cas, la première, c'est la création d'un think tank en ludopédagogie et en gestion. Alors, on ne va pas parler d'association. Non, on n'en est pas là. Ce n'est pas notre objectif. Pour l'instant, c'est de voir si, entre les colloques, on peut animer peut-être une communauté avec des débats ou des échanges plus permanents que ces temps de colloques qui sont bien, mais qui sont plutôt de forme synthétique, finalement, par rapport à tous nos travaux de l'année. Donc, on a pensé, pas très original, une pensée pas très originale de faire un serveur Discord. Donc, on vous proposera d'ici quelques temps, certainement avec la génération des actes, un serveur Discord pour celles et ceux qui ont envie de partager avec nous entre les différentes sessions du colloque. Donc voilà un petit peu la première annonce pour qu'on puisse échanger, discuter, débattre. Et certainement, vu que vous voyez que le mot diversité et le mot aussi multidisciplinaire apparaît, transdisciplinarité et multidisciplinarité, peut-être pour faire émerger des thématiques de recherche entre nous, ce qui est dans le colloque est un petit peu rapide pour conserver. Donc voilà, donc ça c'est la première annonce, donc quelque chose pour débattre de manière plus longitudinale durant les entre 2 sessions du colloque. Voilà, je laisse la place à Antoine pour annoncer les 3 autres. Yes, merci Philippe. Alors la deuxième annonce, vraiment c'est du gros teasing, vous ne serez pas déçus de rester jusqu'au bout. Pour ça, la deuxième annonce, c'est que vous pouvez déjà booker dans votre agenda qu'il y aura une 6e édition du colloque international Game Evolution. On va poursuivre l'expérience. On n'a pas la date précise. Ça sera certainement dans la semaine du 16 mai, donc 16 mai 2022, bien sûr, hein, l'année prochaine. On va encore réfléchir à la date précisément parce qu'on se pose beaucoup de questions et justement dans les retours que vous pouvez faire sur le Bicast, n'hésitez pas à donner votre avis sur ça, notamment sur le format. On voit que le format en ligne a énormément eu de succès. 500 personnes, on n'aurait peut-être jamais eu ça dans un colloque
colloques scientifiques c'est sûr. physiques, c'est même sûr et certain. Les grosses conférences que l'on fait, enfin les conférences des associations de nos disciplines n'ont pas cette taille-là. Donc voilà, une réflexion sur le format et peut-être aussi du nombre de jours, puisqu'on voit que 2 jours, c'est bien costaud. Pourquoi pas plus? Voilà, la réflexion est lancée. N'hésitez pas à nous faire des retours, mais d'ores et déjà, il y aura une 6e édition donc du colloque international Game Evolution, et on espère de tout cœur qu'il y aura des soumissions autour de l'e-sport. Vous pouvez d'ailleurs, encore une fois, dans le Bicast, donner des thématiques que vous aimeriez voir abordées. Soyez vraiment très riches. On fera le trait avec Philippe. On met nous des choses qui nous plaisent et qu'on pense aussi qui vous plaisent aussi parce qu'on est passionné, comme vous avez pu voir. Mais n'hésitez pas à nous proposer. On se fera vraiment un plaisir de pouvoir aborder ces thématiques. Donc voilà, ça c'était la 2e annonce, donc la 6e édition du colloque international Game Evolution. Vous pouvez déjà booker dans la semaine du 16 mai. On vous donnera plus de détails plus tard. La 3e annonce, et vraiment on a l'impression de faire une liste d'annonces. 3e annonce, et encore une fois pas des moindres. C'est, on va dire, c'est dans l'air du temps. Nous allons créer des prix pour récompenser certaines initiatives, certaines réalisations scientifiques, académiques, pédagogiques autour du jeu, autour de la ludopédagogie. Il y a déjà des discussions qui sont en train d'être faites et je ne peux pas vous révéler, Philippe le sait forcément, mais je ne peux pas vous révéler la teneur parce que c'est encore gardé secret et ça sortira bien entendu avec le prochain appel à communication, donc pour la prochaine édition. Mais il y aura des prix. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez déjà que si vous êtes enseignant, enseignant-chercheur professionnel, si vous êtes étudiant aussi, donc quasiment toutes les catégories, eh bien, vous pourrez vous y retrouver dans un de ces prix. Plus de détails prochainement donc sur ces prix pour récompenser des initiatives. L'objectif, c'est quoi? C'est un peu des médailles en chocolat, on ne va pas se le cacher, mais c'est pour décerner vraiment voilà, les médailles en chocolat pour distinguer, voilà, je cherchais le terme, pour distinguer des initiatives qui sont faites dans les universités, dans les structures, peut-être e-sport, qui sait, dans les entreprises et dans les institutions publiques. Et donc, il y a déjà des discussions qui sont en train d'être faites avec certains partenaires, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Enfin, j'aimerais, mais je n'ai pas envie. C'est du teasing. Ça sera plus tard. 4e annonce. 4e, et là, Philippe, pas des moindres non plus. Et c'est peut-être l'une des plus grosses, en tout cas si on revient à l'essence même de ce qu'est un colloque scientifique, vraiment un colloque tel qu'il en est comme ça. Pour ceux qui ne savent pas très bien, peut-être il y a des étudiants qui nous écoutent, des professionnels, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un colloque scientifique? Eh bien, c'est un espace d'échange pour améliorer nos réflexions et à terme faire des productions, ce qu'on appelle des articles de recherche. Eh bien, encore une fois, sans rentrer dans les détails, sachez qu'il va y avoir une collaboration avec la revue Innovation en sciences de gestion pour un numéro spécial que nous allons coordonner à 3. Il y aura donc Philippe Lépinard que vous avez en face de vous, tout comme moi, Antoine Cholet. Et il y aura aussi Émilie Ruiz de l'Université de Strasbourg, si je me souviens bien, c'est ça, Philippe? Oui, tout à fait. Donc, nous serons 3 à coordonner un numéro spécial autour des aspects du jeu. Et c'est une revue qui est classée aussi, donc c'est important de le dire dans les sciences de gestion. Autrement dit, il y a beaucoup d'intérêt à proposer des communications à la prochaine édition du CIGE parce qu'il y a une perspective de publication derrière. Plus d'informations seront données dans l'appel à communication, bien entendu, mais c'est une première pour le CIGE puisque nous sommes adossés donc à une revue. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. N'est-ce pas, Philippe? C'est excellent. C'est pour nous un peu une consécration de ces quelques années. Alors, bien entendu, l'appel à contribution donc de la revue sortira à peu près en même temps que l'appel à contribution du colloque. Et les thématiques entre les deux seront extrêmement fortes, ce qui n'empêchera pas de soumettre des articles au CIGE différents et bien entendu le fait de passer par le colloque, ça vous donnera un premier lieu d'échange pour vos articles et ça ne dira pas s'il est pris ou pas non plus directement dans la revue, mais ça vous permettra effectivement en répondant au CIGE d'avoir un premier lieu de débat, d'échange sur votre article
pour qu'il ait plus de chances, clairement, à être pris dans la revue Innovation par la suite. Hein. Voilà. Oui, voilà, c'est une ouverture privilégiée, en tout Exactement, cas pour la exactement. publication. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur, pour nous, c'est assez important. Il n'y a pas d'autre cinquième annonce, mais c'est déjà pas mal, 4 annonces quand même autour du SIGE. Donc, pour les résumer, hein, quand même, 4 annonces fortes. Le think tank, donc un groupe quelque part de discussion pour prolonger les débats et les discussions et créer une communauté, quelque part une communauté Exactement. autour du SIGE, puisqu'on voit que il y a des demandes hein, d'ailleurs autour de ça. La deuxième, c'est donc la 6e édition du SIGE qui aura lieu dans la semaine du 16 mai. Les dates seront à préciser. La troisième annonce, ce sont des prix, donc des prix qui seront décernés lors de la 6e édition, forcément, du SIGE, des prix un peu médailles en chocolat sur des initiatives, des réalisations pédagogiques universitaires et étudiantes autour du jeu. Et quand je parle autour du jeu, vraiment, c'est au sens très large. Ça peut être le wargame, le jeu de société, le jeu vidéo, l'e-sport, l'escape game, l'escape room, le serious game. Ne vous limitez pas, c'est vraiment le jeu, mais au sens très très large. Par contre, un PowerPoint avec des animations, peut-être pas. On verra tout ça. Et la 4e annonce, c'est donc la collaboration avec la revue Innovation pour l'an prochain. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On veut des réactions peut-être dans le chat, tout le monde. Je pensais que ça allait. Ouais, je pense que là tout le monde est fatigué. On vous demande d'aller remplir donc le petit lien Bicast. Alors là, le nuage de mots est coupé, mais par contre, pour l'évaluation, parce qu'on vous pose la question un petit peu de ce que vous aimeriez comme format distanciel, présentiel, commodal, hybride. Donc, n'hésitez pas à nous faire le retour. Alors, on n'a pas encore le lien, je réponds à San, il n'y a pas encore le lien Discord. On va se prendre un temps avec Philippe pour se reposer. On a d'autres événements scientifiques. Et puis on a l'AIM et l'IMS juste après. Voilà. Auxquels on participe tous les deux. Ça arrivera quand on aura fini peut-être l'année vers juin, juillet, quand on sera un peu plus reposé. Philippe, on parle quand même de l'enquête que l'on mène tous les deux. Oui, vas-y. Voilà, alors pour les participants, on vous enverra. Donc là, c'est une recherche que l'on mène, Philippe et moi, sur la tenue des colloques en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une étude scientifique, hein, vraiment beaucoup plus poussée que juste en remplir oui, non, etc. Donc vous recevrez un email, on vous demande s'il vous plaît d'y participer parce qu'on pourra faire un retour dans une communication, peut-être au SIGE de l'an prochain, qui sait, sur bien, le format en ligne des colloques tels que vous avez vécu. Donc vous recevrez un petit email. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à y répondre, ça nous fera extrêmement plaisir. Et on en arrive à la fin. Là, ça y est, il est quasiment 18h. C'est fou quand même, on est vraiment très bon. Je crois que la cérémonie de clôture. J'ai une idée, Philippe, pour finir. Alors attention, tu me vois venir. Non, c'est prendre une photo en fait. Si on demandait à toutes les personnes qui restent d'allumer leur webcam, attendez. Hein. Et pour prendre une photo finale, qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Ah, moi, je trouve ça super. Voilà, une capture d'écran. Écoutez, si toutes et tous, vous pouvez allumer vos webcams. Les 26 derniers courageux. Voilà, les 26 derniers courageux. On aurait pu le dire pour toutes les autres personnes. N'hésitez pas à allumer vos webcams. On veut des webcams, là. Voilà, s'il vous plaît. C'est le moment de faire sa pub, montrer vos livres, vos peluches, etc. Si vous voulez. J'en sais rien, vos figurines. Voilà, c'est le moment de faire sa petite pub. Il est où, Laurent? Et hop, Laurent est parti. Laurent, est-ce que tu es là? Ah, voilà, j'ai pas le droit de me montrer. Ah, si tout le monde a le droit de se montrer, normalement tout le monde a le droit de mettre sa webcam. Je suis là, mais j'ai un souci avec ma webcam. Ah zut, c'est dommage. C'était le moment. On va prendre une petite capture d'écran. Vous l'avez coupé en fait. Ah mince, alors attends. Oui, je l'ai coupé parce que. Elle s'était déclenchée. Ah, attends. Demander à redémarrer la vidéo. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont bloqués? Parce que j'en ai bloqué certains. Je suis désolé. Ah voilà, Laurent, c'est bon. Laurent, je me disais, s'il n'y avait pas Laurent, ça aurait été dommage. Mais on ne te voit pas, on voit tous tes gadgets, Laurent. Je vois pas. Allez, c'est le moment de montrer ce que vous voulez, montrer que vous êtes content, on espère. Elle sera publiée cette photo. Donc si vous ne voulez pas apparaître, elle sera publiée sur Twitter. Je vais faire un tweet clairement de cette photo pour vous remercier. Donc montrez vos peluches, ce que vous voulez, vos mains. C'est l'aspect détente des colloques. Moi, je montre mon main sur LOL. Voilà, bon, personne n'aime ce personnage. Moi, je l'adore. Allez, je vais prendre la petite photo dans 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Alors attendez, je regarde si elle est bonne parce que souvent, j'ai regardé sur Paint, clairement. Est-ce que j'ai bien la capture d'écran qui est faite? Oui, c'est bon, c'est passé. Bon, écoutez, c'est le moment de se dire au revoir. Merci à toutes et à tous. Et puis à l'année prochaine ou avant sur Discord, du coup. Voilà. Au revoir. Allez, merci beaucoup. À très bientôt.